Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en continue lecture de l'État nous rend-il meilleur par Ruben Augien. On entame la deuxième partie du livre qui est la partie pratique. Elle s'intitule Les inégalités n'ont aucune justification morale et autres questions de justice sociale. Donc après avoir expliqué ce qu'est la liberté politique pour Augien dans la première partie, il s'agissait d'une liberté minimaliste, la liberté comme non-nuisance. On a expliqué pourquoi elle est considérée comme une liberté négative, pourquoi elle est préférable à la liberté positive et surtout c'est quoi ses avantages. Elle permet de nous protéger contre les trois maux majeurs, persécution, domination et élimination. Et le plus important, c'est qu'elle permet de rendre compte d'un ordre libertaire mais aussi égalitaire. Et ça va être ça le focus de cette deuxième partie. C'est une justification de l'ordre égalitaire, surtout en disant qu'il n'y a aucune justification morale aux inégalités. Alors ça veut dire quoi? Eh bien pour faire simple, il y aurait des situations où vouloir rectifier des inégalités ou bien supprimer des inégalités pour plus d'égalité constituerait des injustices. Genre en laissant en place les inégalités, c'est ce qui serait moral, même si ça peut déplaire. Donc plusieurs inégalités seraient moralement justifiées. Il est juste que certains sont pauvres et d'autres riches, selon comment les uns se sont enrichis et les autres appauvris. Ou comment les uns se sont retrouvés pauvres et sont restés pauvres et comment les autres se sont retrouvés riches et sont restés riches. Alors, Augien, lui, il va dire qu'en partant d'une liberté négative, qui serait la non-nuisance, bien évidemment, on ne trouvera aucune justification morale des inégalités, parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Par contre, si on part, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de justification des inégalités, c'est pas qu'il n'y a pas d'inégalité. Par contre, si on part d'une liberté positive, là, on va justifier ces inégalités. Ou plutôt, on va tenter de les justifier, mais toutes ces justifications seront fallacieuses. Parce qu'encore une fois, il n'y a tout simplement pas de justification morale des inégalités. Donc, c'est pas que les justifications morales existent, mais il faut trouver une théorie qui peut en fait donner des arguments valides en faveur de ces justifications-là, et ça va être ça la théorie de la liberté appropriée. Donc, si on dit les justifications morales existent, et comme la liberté positive permet de montrer ces justifications, alors on va conclure que la liberté positive, c'est la liberté à adopter, puisque ça correspond au réel. Comme la liberté comme non-nuisance ne permet pas de démontrer les justifications morales des inégalités, on comprend pour acquis, on comprend comme quoi genre ils existent, alors elle n'est pas appropriée. Sauf que la liberté comme non-nuisance dit qu'il n'y a pas de justification morale pour les inégalités tout court. C'est pas qu'elle n'arrive pas à les démontrer, c'est pas en fait qu'ils existent mais la liberté comme non-nuisance ne peut pas les démontrer, non, c'est juste que la liberté comme non-nuisance dit qu'il n'y en a tout simplement pas, ou alors qu'on ne peut pas les démontrer, genre tous les arguments pour justifier moralement des inégalités comme le fait la liberté positive, la liberté négative comme non-nuisance, elle dit que tous ces arguments sont fallacieux. Donc, c'est ça en fait qu'on va voir, comment est-ce que la liberté positive essaye de justifier moralement les inégalités dans plusieurs domaines, et on va voir si elle y arrive, si les arguments présentés en faveur d'une justification morale des inégalités tient la route. Alors, comment est-ce que la liberté positive permet, ou plutôt tente, de justifier les inégalités économiques et sociales? Alors, les défenseurs de la liberté positive, à gauche, vont avoir un problème avec cette question, puisque pour eux, la liberté positive permettrait plutôt de justifier un idéal égalitaire. Mais on n'aura pas... Ici, en fait, on va pas vraiment... En fait, on aura le temps d'examiner les implications de la liberté positive à gauche. Pour l'instant, en fait, on va prendre la liberté positive d'un point de vue surtout de droite, ou plutôt, en fait, on va dire d'un point de vue conservateur, parce qu'il y a des conservateurs à gauche, tout comme il y en a à droite, et il y a même, en fait, ce qu'on appelle des conservateurs libéraux, quoi. Alors, la liberté positive tente de justifier moralement les inégalités d'une manière qu'on connaît tous, je pense, en faisant appel à des notions spécifiques. Augien, il écrit « L'idée de liberté positive intervient dans la justification des inégalités économiques à travers les notions de mérite ou de responsabilité individuelle. Elle inspire la tendance à blâmer les plus défavorisés. Appuyée sur celle de protection de l'identité des communautés nationales, elle s'insinue dans les pensées pour justifier les entraves à l'ouverture des frontières. Elle sert aussi à rejeter les revendications de libéralisation de l'encadrement de la vie, de la mort, de la sexualité. » Donc en fait, on trouve trois façons où la liberté positive justifie les inégalités.
Pour justifier les inégalités économiques entre les riches et les pauvres, elle va s'appuyer sur des valeurs comme le mérite ou la responsabilité individuelle. Si les pauvres sont pauvres et les riches riches, c'est parce que c'est leur mérite. Certains ont travaillé, d'autres ont choisi de ne rien foutre, et donc ils assument. C'est leur responsabilité individuelle. Pour les inégalités concernant les immigrés, elles s'appuient sur des notions comme la protection de l'identité nationale, sur le patriotisme, etc. Les immigrés refusent de s'assimiler ou d'intégrer les valeurs de la nation ou son identité, et du coup ça justifie qu'on les expulse ou qu'on leur interdit l'accès, qu'on les humilie en frontières ou pour avoir le visa, etc. Et pour les inégalités sociales, elle permet de maintenir les discriminations envers, par exemple, les minorités sexuelles ou envers ceux qui demandent des libertés concernant la procréation ou la liberté de mettre fin à leur jour. Comme la liberté positive dit qu'on est libre si et seulement si on vit en se conformant à un ordre moral, toute inégalité qui en découle sera justifiée. Si le pauvre n'est pas libre, c'est parce qu'il ne s'est pas conformé à l'idéal moral du mérite et de la responsabilité. Il est donc pauvre, mais on ne peut pas dire que sa non-liberté, c'est la faute des autres. Du coup, il demeure techniquement libre. Ainsi, il n'a pas à se plaindre en fait. Pareil avec l'immigré ou avec l'homosexuel ou la femme qui veut avorter ou le suicidaire. Si l'immigré n'a pas accès au territoire, c'est parce qu'il refuse d'être libre. Il refuse de se conformer à un ordre idéal qui constitue la liberté selon certains, et donc ce qui lui arrive, c'est un peu sa faute. Pour ceux qui veulent s'engager dans des pratiques sexuelles ou avoir le contrôle de leur corps, on peut le leur interdire parce qu'ils refusent d'être libres aussi de leurs passions, les passions les plus basses ou les désirs les plus irrationnels, etc. Le présent chapitre, sur lequel en fait on va s'attarder pendant quelques semaines parce qu'il est un peu long, il va se focaliser sur les inégalités économiques d'abord. Et les prochains chapitres, ils vont porter sur les inégalités concernant l'immigration, celui d'autres inégalités sociales, surtout la sexualité, le suicide, etc. Donc, commençons avec les inégalités économiques. On va d'abord partir d'un constat, qui est l'accroissement des inégalités entre les riches et les pauvres. Depuis plusieurs décennies, les écarts ne font que se creuser, bien que les pauvres sont moins pauvres qu'avant. C'est-à-dire en fait qu'un pauvre aujourd'hui est plus riche qu'un pauvre il y a un siècle. Mais un riche aujourd'hui est tellement plus riche qu'un riche il y a un siècle, que l'écart qu'il y a entre le riche et le pauvre aujourd'hui est beaucoup plus grand que l'écart entre un riche et un pauvre il y a un siècle. Mais on pouvait dire aussi qu'à certaines époques, les inégalités dans les sociétés occidentales au moins, ils avaient tendance à diminuer. Et on va voir en fait quelques chiffres tirés des sources dans la note de bas de page 1 et 2 que donne Augien. Le premier, c'est le rapport des inégalités en France par Morin et Savidan. C'est un rapport qu'on a mentionné depuis l'avant-propos, mais on n'avait pas donné de chiffres. Et c'est un rapport à peu près de 200 pages avec beaucoup de chiffres. Et on va en voir quelques-uns. Alors, comme j'avais dit auparavant, quand on avait lu la préface, le rapport que j'ai, c'est celui de 2015. Du coup, c'est pas celui que Augien utilise, parce qu'Augien il a écrit le livre en 2013. Mais voilà, celui de 2015, il n'est pas très différent de celui qu'Augien a utilisé quand il écrivait le livre. Du coup, on va voir quelques chiffres sur la tendance des inégalités. D'abord, à diminuer. En fait, il y avait un moment, pendant les 30 Glorieuses, les inégalités... La tendance, c'était qu'elle diminue jusqu'aux années 80, où là, en fait, la diminution, elle a stagné pour ensuite augmenter dans les années 2000 et surtout après la crise de 2008. Alors, dans le rapport, vous avez en fait 9 domaines dans les inégalités. Les revenus, l'éducation, l'emploi, le mode de vie, les catégories sociales, les hommes et les femmes, l'âge et les générations, les Français et les étrangers, et enfin, les territoires. C'était un peu les bases qu'on observait avant les années 90. Alors, on peut dire que les inégalités ont baissé si on compare les inégalités aujourd'hui avec les inégalités dans les années 60 ou 70. Genre, en 2012, par exemple, on voit que les inégalités sont plus contractées qu'en 1970. Sauf qu'en 2012, elles sont plus grandes par rapport au plus bas point qu'elles ont atteint à la moitié des années 80. Et elles n'ont fait que croître depuis. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des revenus, on voit que le rapport interdécile, c'est-à-dire l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, il est passé de 4,6 dans les années 1970 à 3,6 en 2012. Il a donc clairement diminué. Il a diminué régulièrement jusqu'au milieu des années 80. Parce que
vers les années 80, il a stagné en fait. Il est resté genre bloqué autour de 3,6 en fait. Il est passé en fait de 3,6 à 3,4 jusqu'en 2009. Donc on voit que la diminution, ben elle est pas ouf en fait. Tu vois, genre c'est vraiment une diminution très, c'est stagné en fait. Et après 2009, elle recommence à augmenter. On peut aussi appliquer l'indice de Gini pour voir cette progression. L'indice de Gini, en gros, c'est entre 0 et 1. Plus on est proche de 0, plus on est proche de l'égalité, genre on a tous le même revenu par exemple, et plus on est proche de 1, plus on est proche de l'inégalité totale, genre une personne qui a la totalité des revenus. Quand on voit sa progression des années 70, il est passé de 0,34 à 0,27 en 1990. Puis il a stagné jusqu'aux années 2000 pour ensuite repartir et arrive à 0,3 en 2010. Donc il a augmenté par rapport à 90. Donc, comme le dit le rapport, si vous regardez les inégalités sur une longue période et vous incluant en fait toute leur évolution récente, bah oui, vous allez constater qu'il y a une diminution, mais non en fait. Récemment, les inégalités sont en hausse en fait. Et ça, c'est valable pour les autres domaines aussi. On voit que les inégalités dans l'accès à l'éducation étaient aussi en baisse, les inégalités hommes-femmes se réduisaient aussi, mais au bout d'un moment, ça a stagné pour ensuite repartir en hausse, hein, toujours vers les années 80. Il y a aussi l'autre source, c'est-à-dire le livre La société des égaux par Pierre Rosanvallon, hein, c'est la deuxième source que j'y donne, et il dit qu'il y avait une époque où les inégalités effectivement se contractaient au niveau des revenus et les patrimoines par exemple. Dans le cas des Français, les 1% des Français les plus riches qui accaparaient 53% du patrimoine total en 1915 n'en détenaient plus que 20% en 1984. Aux États-Unis, les 10% des revenus les plus élevés se partageaient près de 50% du total des revenus à la veille de la crise de 1929, pourcentage qui s'était stabilisé en dessous de 35% au début des années 50 jusqu'aux années 80. Et en Suède, les 1% de la population avec les revenus les plus élevés touchaient en 1980 23% du total des revenus contre 46% au début du siècle. Donc on voit bien qu'il y a quelques réductions. Il y a des réductions, hein, ça c'est clair, hein, des réductions des inégalités. Selon Rosanvallon, ces réductions procédaient à la fois de la progression plus rapide des bas salaires, du ralentissement de la croissance des plus hauts revenus, autant que des transferts sociaux, et du très haut effet correcteur de l'imposition progressive, dont les taux étaient montés en flèche dans la première moitié du XXe siècle. Donc, face à cette évolution, on constate, comme écrit Rosanvallon, que la situation actuelle, où les inégalités ont soudainement explosé, elle ne peut pas être un héritage du passé ou une suite logique d'un processus historique déterminé. Il s'agit plutôt d'une spectaculaire rupture avec le passé, qui a inversé une tendance séculaire vers l'égalité. C'est depuis les années 80, justement, avec l'arrivée des courants néolibéralisme, que les inégalités ont explosé. On a vu cette rupture avec la tendance... on a vu en fait cette rupture avec la tendance vers l'égalité. C'est qu'en fait, voilà, pendant jusqu'aux années 80, on avait en fait une tendance historique que les inégalités, ils étaient en train de diminuer. Et puis, à partir des années 80, ça stagne pour ensuite repartir en hausse depuis les années 2000. Donc, Rosanvallon utilise ici un terme très intéressant concernant cette hausse des inégalités. Il utilise le terme de déchirement de la démocratie. C'est ce qui cause en fait les inégalités selon lui. L'idéal de la liberté et l'égalité en fait dégager les despotes et les tyrans, et c'est par eux que les peuples se sont soulevés et ont instauré la démocratie et les pouvoirs serviteurs de la volonté générale. Mais le problème des inégalités, c'est que ce peuple politique a besoin de faire socialement corps, et les inégalités, ça sabote ça. C'est ça le déchirement démocratique, c'est le fait que le peuple ne peut plus faire socialement corps. Ce déchirement de la démocratie, c'est le fait majeur de notre temps, en fait. C'est lui qui est porteur des plus terribles menaces, dans les mots de Rosanvallon. Les menaces pour la démocratie, quoi. La croissance, en fait, des inégalités, c'est à la fois l'indice et le moteur de ce déchirement démocratique. Du coup, c'est curieux de voir cet accroissement si auparavant, on avait en fait une tendance de diminution.
Et c'est encore plus curieux d'observer ces accroissements des inégalités dans les sociétés occidentales les plus prospères. Et que les accroissements sont vraiment, en fait, ils sont spectaculaires hein, dans les termes de Rosan Valland. Ces accroissements des inégalités, pour lui, en fait, ils s'expriment principalement par les patrimoines et les salaires. Comme on a vu tout à l'heure, hein, jusqu'aux années 80, ça diminuait entre les riches et les pauvres, alors qu'aujourd'hui, en 2011, puisque aussi le livre de Rosan Valland est de 2011, bah, on trouve que les riches sont accaparés de presque tout le patrimoine. Aux États-Unis, ce sont 20% des individus qui possèdent 93% de tous les avoirs financiers, en excluant le patrimoine immobilier, hein, dont la valeur s'est d'ailleurs, quant à elle, contractée. Mais dans le cas des Français, par exemple, les 1% les plus riches, ils possèdent 24% de la richesse du pays, et les 10% les plus aisés, 62%, tandis que les 50% les moins bien lotis n'en possèdent que 6%. Donc, concernant les inégalités salariales aussi, hein, c'est dû à l'accroissement spectaculaire des rémunérations des plus élevées. Les grands patrons de l'industrie, les maîtres de finances, les cadres dirigeants, les grands sportifs ou les vedettes du show business, eux, ils ont tous vu en fait leurs revenus augmenter de manière spectaculaire aussi. Aux États-Unis, les 10% des revenus les plus élevés totalisaient 50% des revenus totaux en 2010, alors que ce pourcentage n'était que de 35% en 1982. Et en France, le salaire moyen des 1% les mieux rémunérés, il a augmenté d'environ 14% entre 1998 et 2006. Et celui des 0,01%, qui est tout au sommet de l'échelle, il a augmenté de près de 100%, alors que la progression sur la même période n'a été que de 4% pour la grande masse des 90% des salaires du bas. Une autre source aussi pour les inégalités de salaire et de patrimoine aux États-Unis, c'est Justice par Michael Sandel. Vous trouverez ça dans le chapitre sur le libertarianisme. Il dit que les 1% les plus riches des Américains possèdent plus d'un tiers de toute la richesse du pays. Hein, ce qui est plus que toute la fortune combinée des 90% des familles américaines les plus pauvres. Genre le top 10% des familles américaines ont plus de 42% de tous les revenus combinés et ils ont 71% du PIB. Et dans le rapport de Morin et Savidan, qui s'appelle l'état des inégalités en France, dans les revenus, on a les 10% des salaires les moins bien payés qui gagnent moins de 1142 € par mois, tandis que les 10% les mieux rémunérés gagnent au moins 3317 €. Dans l'éducation, en 2012, parmi les bacheliers, 76% des enfants de cadres ont obtenu un bac général contre seulement 31% des enfants d'ouvriers. Les cadres supérieurs ont 3 fois plus accès à la formation professionnelle que les ouvriers. 68% des cadres supérieurs et 61% des professions intermédiaires ont eu accès à la formation professionnelle continue en 2012, contre 37% des ouvriers et 43% des employés. 86% des personnes gagnant plus de 3 000 € partent en vacances chaque année, contre seulement 40% de celles qui gagnent moins de 1 200 €. 80% des cadres supérieurs partent en vacances chaque année, contre 50% des ouvriers. Concernant les femmes, consacrent en moyenne 3h36 minutes par jour aux tâches domestiques, genre 3h30 par jour aux tâches domestiques, contre seulement 2 heures pour les hommes. Les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes, 14,6% seulement des maires des villes de plus de 100 000 habitants sont des femmes. Dans le logement aussi, on trouve que les candidats d'origine maghrébine ont 4 fois moins de chances d'obtenir un appartement que les candidats français d'origine métropolitaine. Le taux de chômage dépasse 50% dans certains quartiers des cités de banlieue ou des départements d'outre-mer. Quand on voit en fait tous ces chiffres, parce qu'il y en a plein d'autres, ça c'était juste des petites pincettes par-ci par-là, mais quand on voit ces chiffres, on doit admettre que c'est alarmant. L'ampleur et la rapidité de l'enrichissement des uns et la paupérisation des autres, quand on voit la gravité de la situation, on peut vraiment considérer les inégalités comme des problèmes sociaux majeurs. On a dit qu'il cause un déchirement démocratique, ce qui rend impossible pour un peuple de faire corps socialement, et selon Rosan Valland, c'est précisément cet idéal de faire corps socialement qui a poussé les peuples à se soulever et faire dégager les tyrans. Donc avec les inégalités, tous les acquis sociaux risquent d'être perdus. C'est pour ça que tous les problèmes sociaux, il faut ici les appréhender sous l'angle des inégalités. Dans la note 3, Augien mentionne le livre de Nicolas Duvaux, Le Nouvel Âge de la Solidarité. C'est un livre qui parle de l'extension
de la précarité et pourquoi il faut un système d'assistance aux plus démunis. Et c'est ça qui devrait être la priorité des mesures publiques. Lutter contre la pauvreté au lieu de lutter contre les pauvres. Plus précisément, ce qu'il faut faire, c'est pas dire aux pauvres « Ah, t'es pauvre, bah arrête », mais lutter contre l'inégalité. Selon Duvaux, les causes profondes de la précarité, c'est les inégalités croissantes. Les politiques publiques ne s'intéressent pas aux inégalités en fait. Ils se contentent de dire « les inégalités, ça n'existe pas, il n'y a qu'une histoire de volonté ou de morale ». Avec cette rhétorique, le système de protection sociale s'est transformé en un système à deux vitesses. Il y a les salariés d'un côté, ceux qui travaillent, et les bénéficiaires de minima sociaux de l'autre, ceux qui ne foutent rien et qui reçoivent des aides pour rien foutre. Les assistés deviennent ceux qu'on qualifie de profiteurs et de parasites. Donc cette rhétorique a du coup affaibli les liens entre les mouvements ouvriers et le travail social, puisqu'il va y avoir comme une idéologie qui cherche à tourner les deux camps, autrefois solidaires, l'un contre l'autre. Ce n'est plus en fait le patron qui est le parasite qui exploite, non, maintenant c'est l'assisté qui est la menace du salarié. Les assistés en fait deviennent les profiteurs et ils deviennent les privilégiés. Du coup on ne cherche plus l'égalité mais à se débarrasser de ces parasites, alors que normalement avec les chiffres qu'on a évoqués, on doit s'attendre à avoir plusieurs penseurs et intellectuels proposer des solutions pour remédier aux inégalités, parce que c'est un peu ça leur boulot, quoi. Proposer des solutions et des solutions à ces problèmes matériels. Et bien évidemment, les solutions qu'il faut présenter, c'est des solutions pour reconstruire un égalitarisme matériel strict. Alors ça veut dire quoi? Bon, un égalitarisme économique, quoi. Les gens se trouvent dans des situations matérielles qui restent assez proches. Personne ne peut avoir de conditions matérielles largement éloignées de quelqu'un d'autre. C'est réduire au maximum l'indice de Gini, quoi. En gros, il ne doit pas y avoir de riches à la Jeff Bezos d'un côté et des SDF de l'autre. Tout le monde aura plus ou moins le même niveau de vie matériel ou plus ou moins les mêmes conditions matérielles. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde sera pareil, on parle uniquement du niveau matériel de vie. Il ne faut pas qu'il y ait des écarts importants entre les niveaux de vie en fait. En gros, il faut du communisme. Voilà. Mais Augien, il ne le dit pas, il dit simplement la reconstruction d'un égalitarisme matériel strict. Mais bon, je pense qu'on a du mal à identifier ça avec autre chose que du communisme. Bon, lui, Augien n'est pas communiste, puisqu'il a toujours voté le PS. Et bon, c'est quand même un peu bizarre, parce que voilà, ce qu'il propose, bah, je vois pas en fait un autre système économique et politique que le communisme pour le mettre en place. Mais bon, en tout cas, voilà, il dit qu'il faut un égalitarisme matériel strict. Mais on entend rarement des solutions qui tirent vers ça. C'est rare aujourd'hui que des penseurs vont mettre en avant ce genre de propositions, et les quelques-uns qui osent le faire sont immédiatement attaqués de toutes parts. Même s'ils ne sont même pas, ils sont même pas communistes, mais voilà, genre Mélenchon par exemple, tout le temps diabolisé sur les plateaux télé, à chaque fois en fait qu'il va parler de la sécurité sociale, de la réduction des inégalités, etc. Donc voilà, genre, ils n'ont pas le même temps de parole que ceux qui dominent les plateaux télé, etc. Donc voilà. Alors, pourquoi est-ce que ces propositions d'égalitarisme matériel strict restent très marginales? C'est quoi en fait les critiques courantes qu'on adresse aux égalitaristes? La critique principale vient de l'idée que les égalitaristes, ceux qui font la promotion de l'égalité, quoi, ils demandent l'égalité juste pour l'égalité. Une source qu'Augien donne dans la note 4, c'est l'entrée Egalitarianism, donc c'est en anglais par Richard Aronson, je suis pas sûr de la prononciation, mais en tout cas voilà, vous tapez Richard Aronson, égalitarianisme, et vous allez trouver ça dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Donc en fait, en gros, c'est un site, c'est un peu comme Wikipédia, mais c'est fait en fait exclusivement pour des notions de philosophie. Donc voilà, vous allez dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, et vous écrivez Egalitarianism, et vous aurez l'entrée par Richard Aronson. Dans la 6e section de son article, Aronson il dit qu'une critique qu'on donne aux égalitarismes, c'est qu'ils prennent l'égalité comme un bien en soi. Et le problème avec ça, il dit, c'est que prendre la valeur intrinsèque de quelque chose comme raison de la promouvoir, bah c'est pas faisable. D'autres indicateurs comme les conséquences ou comme la contribution au bien-être social ou même le respect des droits tout simplement sont des indicateurs qui sont plus fiables que le simple fait de dire que l'égalité, bah, c'est bien en soi. Selon les critiques de l'égalitarisme, ils disent que l'égalité, bah, en fait, c'est pas un bien en soi,
mais il faut prendre l'égalité en relation avec d'autres biens. Est-ce que l'égalité permet aux gens de mieux vivre ou de permettre aux plus talentueux de mieux exposer et développer leurs talents? Est-ce qu'elle récompense le mérite, etc. Un anti-égalitarisme, oui, voilà, un anti-égalitarisme va dire non. Il va dire l'égalité ne fait rien d'autre à part rendre pire en fait l'existence de tout le monde. Hein, elle est ce qu'on appelle un leveling down, c'est-à-dire qu'elle tire vers le bas. Hein, la leveling down objection, hein, comme on l'appelle en fait couramment, hein, même si Aronson n'utilise pas ce terme, elle est basée en fait sur la liberté positive, et on va voir pourquoi. Augien mentionne cette objection, et d'ailleurs sous son nom français, hein, et je pense que vous l'avez tous entendu, son nom français, il dit le respect strict des principes de l'égalitarisme matériel conduirait finalement à un nivellement par le bas, ce qui le rendrait peu attrayant intellectuellement. Donc voilà, le leveling down, ou bien le nivellement par le bas, c'est la même chose. Alors, comment ça marche exactement, le nivellement par le bas? On va prendre un exemple, on va prendre l'exemple que Aronson donne dans son article. Il dit, suppose un univers où il n'y a que deux personnes, okay, A et B. A est plus aisé que B, donc on a une situation qui est inégale. D'accord? A, voilà, enfin, il est plus riche que B. Pour introduire de l'égalité, il faut opérer un changement, peut-être transférer des ressources qui améliorent la situation de B, mais qui vont détériorer la situation de A. Alors bien évidemment, hein, il ne faut pas que ce changement fait que A devienne plus pauvre que B. Hein. Si on fait ça, ça ne va pas marcher. Ce qu'on cherche par ce changement, c'est qu'on rapproche les deux personnes à un niveau de bien-être plus ou moins égal. Mais ici, il y a un problème. L'égalité peut s'atteindre en prenant une partie de la richesse de A pour que A et B soient au même niveau, hein, pour qu'ils aient le même niveau de richesse ou de bien-être. Mais ceci ne nous garantit pas que la situation de B va s'améliorer. Après tout, on peut très bien dire que lorsque A et B sont tout aussi misérables l'un que l'autre, c'est de l'égalité. L'argument anti-égalitariste ici suppose que tout changement qui prive A de ses privilèges ne va causer aucune amélioration de B. Le changement, en fait, a juste détérioré la situation de A sans que B ne voit sa situation s'améliorer. En fait, ça a juste fait ça. Et peut-être, en fait, que A possédait une très belle maison et que nous pouvons, en fait, la brûler sans aucun coût, hein, rendant ainsi A moins bien loti. Hein, et donc, du coup, il serait au même niveau que B, mais la situation de B ne s'est pas améliorée. C'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas. On a l'égalité, mais en mettant tout le monde dans la merde. Si l'égalité a une valeur intrinsèque, alors la situation qui résulte de ce changement doit être meilleure que la situation précédente. Mais simplement dire que la nouvelle situation est meilleure que l'ancienne juste parce que c'est plus égalitaire, alors que A et B sont maintenant tous les deux dans la merde, ben c'est con. L'objection est simplement qu'il est contre-intuitif d'affirmer qu'accroître l'égalité en rendant quelqu'un moins bien loti sans améliorer la situation de quiconque constitue une amélioration. Le nivellement par le bas est juste inutile, voire pire. Et ce que les anti-égalitaristes disent, c'est que tout égalitarisme conduira à un nivellement par le bas. Du coup, certains disent qu'il faut des alternatives à l'égalitarisme. Ça se base sur cette idée que l'égalité en soi n'est pas une valeur. Les alternatives, dans l'article d'Aronson, sont la doctrine de la suffisance, ce qu'on appelle sufficiency, le prioritarianisme et la méritocratie, ou en anglais, hein, the desert thesis, desert en anglais parce que ça signifie mérite ici, puisque ça vient de deserving. Donc, on va expliquer ces trois alternatives vite fait. La première, hein, qui est la doctrine de la suffisance, elle dit ce qui compte en fait, ce n'est pas l'égalité, mais le fait que les gens ont accès aux ressources pour une vie décente. Il y a genre un certain seuil qu'il ne faut pas aller en dessous, hein, un niveau de vie minimum pour tous. A et B n'ont pas en fait à être égaux, juste en fait qu'ils ont tous les deux ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim, par exemple. Ça, c'est la première option. Le prioritarianisme, c'est le fait de donner la priorité, non pas à l'égalité, mais à l'amélioration de la vie des plus démunis. Il s'agit ici de discrimination positive, par exemple. On va dire que lorsqu'on a l'occasion d'améliorer la vie de quelqu'un, et on doit décider qui peut recevoir cette aide, bah, la priorité doit aller à celui qui en a le plus besoin. Par exemple, tu es un médecin et tu as 2 patients en souffrance, mais tu ne peux administrer le traitement qu'à un seul des 2.
Le prioritarianisme, il dit qu'il faut donner le traitement à la personne qui souffre le plus. C'est elle qui a la priorité. En gros, c'est une opposition à l'utilitarisme, la doctrine qui dit qu'il faut toujours faire ce qui causera le plus de plaisir et le moins de souffrance. Un utilitariste va dire que donner le traitement à celui qui souffre le moins va générer plus de plaisir au total que si tu donnes à celui qui souffre le plus. L'utilitarisme, donc, peut se trouver à justifier, toujours donner plus à ceux qui en ont déjà beaucoup, parce que ça produirait plus de plaisir que de souffrance au total. Donc, le prioritarianisme nous dit de privilégier ceux qui souffrent le plus, en fait. Donc, ça s'oppose complètement à l'utilitarisme. Mais ces deux alternatives sont critiquées par les anti-égalitaristes parce qu'ils sentent un égalitarisme, en fait, qui ne dit pas son nom. Et selon eux, ces deux alternatives mettent de côté un truc très important qui est le mérite. Et ça va être la troisième option qu'ils vont préférer, celle du mérite. C'est sûrement celle-là en fait qui est la plus liée à la liberté positive. Pourquoi? Tout simplement la liberté positive, comme elle est perfectionniste, elle stipule que l'homme a le devoir de se perfectionner, de se hisser vers le haut. Ainsi, lorsqu'on imposerait un égalitarisme matériel, ça implique que les riches, qui sont bien évidemment les meilleurs, seront privés de leur droit naturel de se perfectionner. D'accord? En gros, on va dire aux puissants de ne pas être puissants parce que ça va faire mal aux faibles. Et du coup, ça va être mauvais pour tout le monde, à la fois pour les riches, mais ça va être aussi mauvais pour les pauvres, parce qu'en réalité, le vrai modèle égalitaire, c'est le modèle méritocratique. Selon ce modèle, tout le monde a l'opportunité d'être riche, et donc on ne prive personne de l'occasion de se perfectionner. Alors que le modèle qui imposerait un égalitarisme matériel nous retirerait la possibilité d'élever la condition de l'ensemble des membres de la société à celui des plus riches. Donc, dans ce point de vue, la liberté positive serait plus juste et plus égalitaire parce qu'elle donne à tout le monde la possibilité d'atteindre le niveau de revenus et de patrimoine des plus riches. Selon la liberté positive, c'est la forme d'égalitarisme la plus souhaitable. Elle motive les gens à se hisser vers le haut et vers l'excellence, tandis que l'alternative, l'égalitarisme matériel, serait un nivellement par le bas. Il forcerait tout le monde à devoir se limiter à la condition des moins fortunés. On va tous être pauvres si on impose un égalitarisme matériel, ou alors tous médiocres. Et ça ne servirait qu'à conforter les médiocres justement dans leur médiocrité. À chaque fois que quelqu'un commence à se distinguer par son mérite et donc monte en richesse, tout le monde va lui faire la morale. L'égalitarisme matériel serait une idéologie conformiste pour réconforter les jaloux et les faibles. On peut même rajouter une critique pseudo-nietzschéenne en qualifiant l'égalitarisme matériel de morale d'esclave, comme on entend souvent à droite. La morale d'esclave, dans cette version vraiment très vulgaire et qui ne correspond pas du tout à la morale d'esclave, mais bon, la pensée de Nietzsche quoi, mais bon, la morale d'esclave dans son jargon très vulgaire, c'est en fait le faible qui est jaloux du puissant, et donc il va inverser les valeurs, il va dire que la faiblesse est une vertu et la puissance un vice. En d'autres termes, la morale d'esclave n'a pour objectif que de ramener progressivement la condition des plus riches à celle des moins fortunés. Ogier donne l'image suivante pour comprendre la critique contre l'égalitarisme matériel. Il dit « Imagine une population où vous avez la moitié aveugle et l'autre moitié borne. Parce que vous ne pouvez pas rendre la vue aux aveugles, vous décidez d'éborgner les bornes. Vous rendez en fait toute la population aveugle, au nom du principe d'égalité. Le problème de l'égalitarisme matériel, donc, serait complètement irrationnel. Parce que l'égalitarisme, c'est en fait, il est irrationnel. Parce qu'il ne permet à personne, en fait, d'améliorer ses conditions. Les aveugles restent aveugles, et en plus, ceux qui avaient une meilleure condition, les bornes, perdent aussi leurs privilèges. Si aujourd'hui, le terme de privilège a une mauvaise réputation, ça serait parce qu'on cherche à les abolir, mais pas pour que les conditions de tous s'améliorent, mais pour mettre tout le monde dans la même condition des moins fortunés. Voir l'égalité juste pour l'égalité, c'est effectivement absurde et irrationnel, puisque ça ne fait qu'empirer la situation de l'ensemble de la population. Avec le modèle méritocratique, au contraire, au moins quelques-uns pouvaient s'extirper de leurs conditions, tandis qu'avec l'égalitarisme matériel, tout le monde est condamné à la même condition des moins fortunés. Mais cette critique est quand même bizarre. Elle semble dire que les égalitaristes veulent éradiquer toutes les inégalités économiques. Là où il y a une inégalité économique, il faut imposer une égalité économique.
Et effectivement, c'est une position qui peut sembler très instable, parce que si elle est absolutiste comme ça, alors elle ne se base que sur un principe en fait. Pourquoi il faut éradiquer l'inégalité? Par principe tout simplement. Mais si c'est uniquement par principe, alors la question de savoir si cette inégalité est justifiée ou pas n'est plus possible. Or, vouloir éradiquer les inégalités uniquement par principe, sans se poser la question de si ces inégalités sont justifiées ou pas, c'est pas attrayant intellectuellement, c'est vrai. Du coup, il y a des égalitaristes qui ont des positions plus modestes que celle-ci, qui d'ailleurs, c'est une position qui n'est défendue par personne en tout cas. Vous allez rarement trouver quelqu'un qui vous dit l'inégalité c'est pas bien juste parce que c'est pas bien. Mais voilà, généralement on va donner des raisons pourquoi il faut éradiquer les inégalités, et ça va commencer avec une séparation entre les bonnes et les mauvaises inégalités. On va dire qu'on doit s'accommoder en fait des bonnes, c'est-à-dire que les inégalités qui sont bonnes, c'est-à-dire qui sont justifiées, on dit on fait avec, et c'est les mauvaises en fait qu'il faut juste éradiquer. Ça, c'est la position d'un certain type d'égalitarisme qu'on appelle l'égalitarisme libéral, qui se distingue de l'égalitarisme social. Ogier mentionne l'essai du philosophe Will Kymlicka, Left Liberalism Revisited, donc libéralisme de gauche revu. Donc il donne cet essai comme un exemple de ce genre de raisonnement à gauche. Kymlicka est un philosophe de la gauche multiculturelle, c'est aussi un social-démocrate, et il commence avec une espèce d'idée reçue qui existe sur l'égalitarisme. C'est qu'il est incompatible avec l'épanouissement de l'individu ou avec le fait que les individus sont différents. Ils ont des talents différents, des tempéraments différents, qui font qu'ils ne vont pas faire les mêmes choix dans la vie. Imposer un égalitarisme serait nier en fait cette diversité des individus. Et si on a une vision qui dit que les inégalités, c'est un peu le risque à payer pour préserver cette diversité. Or, selon Kymlicka, le projet égalitariste, ce n'est pas en fait de nier la diversité, mais précisément de la préserver. Les inégalités sociales, selon lui, c'est précisément ce qui peut empêcher d'avoir une vraie diversité des individus, puisqu'on va juste avoir un déterminisme social en fait. Nos goûts, nos talents, nos choix, nos tempéraments ne seront pas vraiment les nôtres, mais ceux de notre environnement. Or, pour parler vraiment d'une diversité des individus, il faut que leurs différences soient indépendantes de leur milieu. Or, si vous avez des inégalités dans les milieux, ces milieux vont influencer sur vos choix. Et donc, on n'estimera pas qu'on est vraiment libre de nos choix. Du coup, si on arrive à des inégalités, ces inégalités ne seront pas justifiées. Du coup, ce qui pourrait justifier les inégalités, c'est qu'on part d'un égalitarisme social. On commence tous avec les mêmes ressources, et ça va être à chacun de les gérer. On a tous le même point de départ, mais on n'aurait pas tous le même point d'arrivée. Et ainsi, il faut une distinction entre les inégalités sociales, celles qui ne dépendent pas du tout de nous, et les inégalités individuelles. Les social-démocrates, selon Kymlicka, se sont donc lancés dans l'idée que ce qu'il faut combattre, c'est les inégalités sociales, et une fois qu'on les a éliminées, les inégalités individuelles, elles seront aussi oubliées. On ne les verra plus comme des injustices, surtout qu'en plus, dans une société débarrassée des inégalités sociales, les inégalités individuelles ne seraient pas aussi énormes comme on le voit aujourd'hui. Donc, inégalité sociale mauvaise, inégalité individuelle bonne. Cependant, Kymlicka, il n'est pas très d'accord avec ça. Pour lui, il est impossible de faire une distinction aussi nette et précise entre les deux types d'inégalités. S'il a raison, alors il va falloir trouver une autre manière de faire la distinction entre bonne et mauvaise inégalité. Pour Kymlicka, on ne peut pas en fait réduire les inégalités sociales sans adresser des questions concernant les inégalités individuelles, c'est-à-dire les questions de ce qui est équitable. En fait, le problème semble que les social-démocrates, qui ont choisi la solution de lutter contre les inégalités sociales, prennent pour acquis que les inégalités individuelles ne peuvent pas être aussi importantes que les inégalités sociales. Pour eux, on n'aurait pas quelqu'un qui vit comme un Elon Musk et quelqu'un qui vit dans la misère la plus totale une fois qu'on a éradiqué les inégalités sociales. On appelle ça la solution de Richard Henry Tawney. Alors Tawney, c'est T-A-W-N-E-Y. C'était un social-démocrate britannique très influent dans la question. Donc Tawney, en fait, il prend ça comme acquis que les inégalités individuelles seront oubliées. Mais Kymlicka, il dit pourquoi?
pourquoi ne pas voir que la richesse d'un Musk ou d'un Bezos est justifiée si c'est par son travail, son tempérament, son talent qu'il a réuni sa fortune? Pourquoi les inégalités individuelles, à elles seules, ne pourraient pas mener à une situation où il y a un milliardaire d'un côté et des pauvres de l'autre? Quelqu'un qui a pris en fait les mauvais choix dans sa vie sans que ces choix soient ancrés dans sa position sociale est tout à fait possible en fait. Et donc la question en fait devient une question d'équité, fairness en anglais, ce qui est omis selon Kim Lika de l'égalitarisme social. Du coup arrive l'égalitarisme libéral qui lui va juger les inégalités principalement par les ambitions des gens. Par ambition, en fait, on parle des préférences et des projections individuelles. Il serait absurde d'imposer un égalitarisme si certaines personnes ne veulent même pas améliorer leur situation. Donc on dit que ce qui compte, c'est si les gens veulent avoir un certain style de vie. Ils sont libres de choisir et c'est quelque chose que la politique est censée refléter et surtout respecter. Les gens veulent être décideurs de leur destin, ils ne veulent pas que d'autres personnes décident à leur place. Or, selon Kim Lika et les autres, un égalitarisme social et économique comme envisage Augien risque de rendre les gens incapables de choisir par eux-mêmes, ce qui va les rendre en fait incapables de choisir ce qu'ils veulent comme vie. Du coup, ici, le seul type d'égalitarisme possible, c'est un égalitarisme des chances uniquement. Les gens ont le même point de départ, mais l'arrivée va dépendre uniquement d'eux. Du coup, les inégalités qui sont le résultat de ce que toi tu as fait de tes chances, lorsque tu étais en égalité avec les autres, ce sont des bonnes inégalités. Des inégalités non méritées seraient les mauvaises inégalités. Mais, comme vous pouvez le deviner, ce mariage entre l'égalitarisme et le libéralisme n'est pas sans problème. Plusieurs critiques se sont élevées contre ce mariage. Certains disent que ça contribue à un ethos un peu horrible, celui de juger et de blâmer les pauvres et les infortunés. Dans un modèle comme celui-ci, il n'y a plus de place en fait pour le manque de chance ou pour les circonstances. Personne ne peut dire si je suis dans la merde, c'est pas ma faute en fait. Du coup, ça encourage le mépris vers ceux qui n'ont pas réussi. Et puis, il y a des alternatives que Kim Lika envisage dans la dernière section de son essai, mais tout ça pour dire que ces alternatives à son égalitarisme libéral ne fonctionnent pas non plus, puisqu'elles ont les mêmes problèmes que l'égalitarisme social qui, selon lui, n'a pas fonctionné. Et concernant le truc du mépris, il dit que ce n'est pas un élément essentiel de son égalitarisme libertaire parce que c'est un modèle qui est centré sur soi. C'est-à-dire, en fait, ça invite la personne à se surpasser plutôt que d'aller juger ses voisins qui ont moins réussi qu'elle. Donc voilà, ça c'est l'égalitarisme libéral de Kim Lika, c'est l'égalité des chances. C'est pour ça en fait qu'il faut la distinction entre inégalités économiques qui sont bonnes et inégalités économiques qui sont mauvaises. Certaines inégalités sont acceptées, voire encouragées dans une société libérale égalitaire lorsqu'elles sont le produit des choix individuels. Sinon, on peut les distinguer selon leur contribution au système économique. Si elles le rendent plus efficace, c'est-à-dire si les inégalités en question permettent au système de générer plus de prospérité pour le plus grand nombre ou l'ensemble de la population, alors elle est bonne. Si cette inégalité fait l'inverse, qu'elle rend le système économique inefficace ou contre-productif, elle est à éliminer. Déjà, il y a des passages chez Kim Lika qui vont dans ce sens. Par exemple, à un moment dans son essai, il dit que les inégalités économiques peuvent être tolérées si elles permettent d'attirer des talents et encourager des contributions productives à l'économie. Dans la section The Liberal Contribution, il dit qu'il peut être rationnel pour la société de fournir des incitations financières à ceux qui possèdent des talents naturels rares, s'ils refusent d'exercer ces talents et qu'on estime que ces talents sont nécessaires pour l'économie, bien sûr. Donc, si un génie peut être très utile à l'économie, on peut lui donner de l'argent pour qu'il mette son génie au service de l'économie. Donc il y a une inégalité entre lui et quelqu'un d'autre puisqu'il reçoit un certain privilège en fait. D'autres exemples, c'est des rémunérations plus élevées pour les ingénieurs, les chercheurs, les médecins ou les entrepreneurs innovants. Ces inégalités salariales peuvent être justifiées si elles attirent et maintiennent des talents essentiels à la prospérité économique. Un entrepreneur en fait qui crée une entreprise prospère et emploie des centaines de personnes peut percevoir des revenus élevés. Si cette inégalité incite à l'innovation et stimule l'économie, elle peut être considérée comme une bonne inégalité. Ou alors, le truc bien classique, les inégalités dues aux qualifications. Un médecin qui a fait 10 ans d'études sera mieux rémunéré qu'un employé sans diplôme. Cette inégalité motive les gens à poursuivre de longues études, encourage l'investissement dans la formation et le développement des compétences. Donc, tout ça
peut être des bonnes inégalités, parce qu'elles motivent les gens, parce qu'elles stimulent l'économie. Elles sont à distinguer des mauvaises, comme les inégalités dues à des héritages massifs qui créent des fortunes sans lien avec la contribution économique de l'individu. Cela peut nuire même à la mobilité sociale et freiner même l'innovation. Autres exemples des mauvaises inégalités, c'est les écarts de salaire entre les hommes et les femmes ou entre différentes catégories ethniques qui ont les mêmes compétences. Ces inégalités ne sont pas liées à la performance et l'affaiblissement et affaiblissent l'efficacité du marché du travail. Donc si un PDG en fait bénéficie de salaires exorbitants alors que son entreprise licencie massivement, si ces inégalités nuisent à la cohésion sociale et à la motivation des travailleurs, elles peuvent affaiblir l'économie sur le long terme. Sauf que cette distinction entre bonnes et mauvaises inégalités, selon l'efficacité du système, c'est une distinction qui ne va pas être trop, qui va pas trop intéresser aux giens. Et d'ailleurs, quand on dit que telle ou telle inégalité est justifiée ou non, ce n'est pas vraiment dans le sens qu'on emploie c'est pas vraiment dans ce sens qu'on emploie en fait le terme justifié. Ici, c'est seulement une question d'efficacité économique, ce qui est différent des questions morales concernant les inégalités. C'est-à-dire en fait qu'on peut faire une analyse où l'inégalité économique se trouve bonne dans le sens qu'effectivement elle contribue à une efficacité du système. Si le fait que quelqu'un s'enrichit permet d'accroître la prospérité de l'ensemble, alors on va dire que ces inégalités sont bonnes, mais ceci n'a rien à voir avec la question de savoir si elles sont morales. En d'autres termes, Augien se demande si on peut justifier une inégalité sur le plan moral plutôt que sur le plan de l'efficacité économique. Sur le plan économique, une inégalité peut être bonne ou mauvaise, mais sur le plan moral, est-ce qu'une inégalité peut être morale ou immorale? Et c'est ça en fait qu'on entend ici par le terme justification. Est-ce que c'est moral? Et selon Augien, non. Il n'y a aucune justification morale aux inégalités. C'est-à-dire que si quelqu'un veut maintenir une inégalité, il ne peut pas la maintenir par des arguments moraux. Il ne peut le faire que s'il prouve que l'inégalité en question est économiquement efficace. Donc il y aura deux façons d'envisager la question de l'inégalité, soit sous l'angle de l'efficacité, soit sous l'angle politique ou moral. C'est sur ce deuxième angle qu'on va se focaliser. Pour le premier, en fait, il suffit juste de voir toutes les critiques marxistes du capitalisme pour voir que même du point de vue des efficacités, les inégalités économiques ne contribuent à aucune efficacité, mais ça, c'est un autre débat. Alors, voyons si on peut donner une justification aux inégalités économiques, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se demander, existe-t-il des inégalités économiques dont on pourrait dire qu'elles ne sont pas injustes ou immorales? Ou encore, existe-t-il des justifications morales aux inégalités économiques? Et la réponse d'Augien à ces questions est claire. Non. Il n'existe aucune justification morale aux inégalités économiques, ou plus brièvement, les inégalités économiques n'ont aucun sens moral. Alors, pourquoi Augien se focalise sur ça? Parce qu'il voit un courant moralisateur en hausse depuis plusieurs années qui essaye de justifier les inégalités économiques sur le plan moral. Bon, on peut soupçonner pourquoi. Si vous ne pouvez pas trouver, vous pouvez pas prouver l'efficacité des inégalités, mais vous ne voulez pas les remettre en cause parce que vous en tirez profit, vous allez utiliser la morale comme atout. Et ce courant qui tente de donner une justification aux inégalités, il est dangereux parce qu'il gagne en ampleur et en pouvoir. Et il déstabilise les luttes à gauche. À gauche, justement, on met en question les inégalités pour leur inefficacité quand il s'agit de prospérité et de garantir une meilleure vie pour l'ensemble de la société. Et donc, la droite se contente juste de changer le paradigme, en faisant appel à des notions qui vont faire réagir le plus de monde. Il est clair que faire appel à des notions comme mérite ou responsabilité individuelle va faire plus écho aux gens lorsqu'ils écoutent des discours que des théories et des notions abstraites comme la lutte des classes. Lorsque la gauche essaye de montrer les fonctionnements du système capitaliste et comment avoir un système efficace pour garantir une bonne vie à tous, ce qui peut sembler abstrait pour beaucoup de monde, la droite, en fait, elle va faire appel aux valeurs qui sont déjà communément partagées et ancrées. Elle va s'adresser non pas à la raison, mais à l'éthos, et ensuite gaslighter la gauche en l'accusant de s'adresser à l'éthos et au pathos des gens. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre des droitards blâmer la gauche de moralisme, d'être trop émotionnel, de ne pas se fier à la raison ou au sens commun, alors que c'est la droite qui va à longueur de journée casser les couilles avec la morale et les passions les plus basses. Alors, lorsque ce discours fonctionne, Augien a raison d'être inquiet parce que ce discours va également se retrouver à gauche. Des gens de gauche finiront aussi par l'adopter
et c'était le cas avec le New Labour Party en Angleterre, le parti travailliste qui a gouverné la Grande-Bretagne de 1997 à 2010. Les travaillistes, c'est un parti de gauche, mais qui avait un programme conservateur, un programme centré sur les valeurs morales plutôt que la critique économique. Et parce que leur problème, c'est devenu un ordre moral, on trouve à gauche des mesures qu'on ne doit pas trouver à gauche. Par exemple, ils voulaient publiquement rompre avec la culture de l'assistance, comme si l'assistance était une culture. En gros, ils disent que si vous êtes assisté et au chômage, c'est par culture, c'est par état d'esprit que vous ne voulez pas vous bouger le cul et travailler. C'est le stéréotype du chômeur qui est chômeur parce qu'il ne veut pas faire d'efforts, parce qu'il veut se la couler douce, et donc il veut profiter du système. Alors que ce stéréotype, il est plus né de la culture du conservateur que la culture de l'assistance. C'est comme dire, il y a une culture de la pauvreté, alors que pour dire qu'il y a une culture de la pauvreté, en fait, il faut une culture du capitalisme. Donc bref, en fait, le Labour Party, ils ont en fait lancé une croisade contre les chômeurs en exigeant une contrepartie aux allocataires d'aide sociale sous forme d'une activité professionnelle immédiate de quelque ordre qu'elle soit. Pour avoir ton chômage, tu dois prouver que tu es actif et que tu bosses, ou alors que tu cherches activement à trouver un emploi. Le Labour Party se met à promouvoir le travail comme une valeur morale, et le travail, c'est l'emploi pour eux. Ils ne considèrent pas que faire des activités sans être employé ou rémunéré est un travail. Genre, ils veulent juste voir des gens au boulot sous un patron. C'est beau, les gens qui travaillent. Et donc, toute leur rhétorique va être très particulière. C'est ça qu'ils vont mettre au centre de leur slogan, c'est des notions comme le travail au lieu de notions qui font beaucoup plus sens, comme par exemple le bien-être. Quitte à promouvoir des valeurs, parle de valeurs qui ont un sens. Le travail juste pour le travail, ça n'a pas de sens, contrairement au bien-être. Le bien-être, tu peux le prendre comme valeur en soi. Et donc, c'est ça qu'ils vont faire. Ils ramènent dans le débat public le vieux slogan « le workfare » et non le welfare. Ils disent en fait le workfare, c'est remettre les gens au travail, et ils oublient complètement le welfare, garantir le bien-être de tous, même de ceux qui ne travaillent pas. Parce que oui, le but d'une mesure politique, c'est avant tout de garantir le bien-être de tout le monde, pas seulement que ceux qui travaillent. Donc, encore une fois, le travail, en fait, dans la tête de ces gens-là, signifie seulement avoir un métier. D'accord ? Ce n'est pas faire du travail associatif, ce n'est pas en fait faire des activités bénévoles, par exemple, ou qui ne sont pas rémunérées. Ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas, par exemple, faire des trucs éducatifs sur YouTube ou un truc comme ça. Ça, non, ça, c'est pas un travail pour eux. Mais voilà, c'est en fait, ils vont plus mettre en valeur, remettre en fait les gens, les pauvres surtout, dans des emplois, plutôt que de penser au bien-être de tous. Donc voilà, donc même si tu veux parler du travail, tu dois en fait en faire un moyen vers une fin qui est le bien-être, pas qu'il soit sa propre fin en fait. Si on peut garantir le bien-être de tous sans travailler, ou en travaillant le moins possible, pourquoi exiger des gens qu'ils travaillent en fait? Dans la note 6, Augier, il mentionne Duroux encore une fois, son nouvel âge de la solidarité, il mentionne les pages 61 à 71, qui sont les 3 premières sections du 3e chapitre du livre, justement sur cette histoire de remise au travail. Il y a toute une rhétorique pour harceler les pauvres à travailler, à s'insérer dans la vie professionnelle en utilisant toutes sortes d'arguments fallacieux, les mêmes que les libéraux ressassent depuis le 19e siècle, pour détruire la sécurité sociale. Un exemple concret et historique mentionné par Duroux, c'est l'expérience de Spinham Land. Donc, c'était une expérience qui a duré de 1795 à 1834, proposée par des magistrats de Berkshire, c'est en Angleterre. Et c'est genre en fait un prototype d'une sécurité sociale, un système de secours aux plus démunis. En fait, il y avait une paupérisation extrême dans les années 1790 au Royaume-Uni. Il y avait de la famine affreuse, des mauvaises récoltes, des guerres, etc. Et donc, des magistrats ont introduit une sorte de minimum vital. Un droit de vivre, une allocation pour les plus démunis, et c'était les paroisses qui sont chargées de fournir cette allocation aux plus pauvres. C'est un système qui a duré pendant 40 ans sous le nom de la loi des pauvres, the law of the poor, pour ensuite être remplacé par the New Poor Law, la nouvelle loi des pauvres, après un rapport sur l'expérience de Spinham Land en 1834. Donc, pendant cette expérience, on avait une vision du welfare. Ce qui compte, c'est le bien-être des individus.
Mais les détracteurs de l'expérience ont ressorti les arguments qu'on connaît tous et ont dit que l'expérience était un échec. Pour ces détracteurs, les libéraux, ils voulaient une politique de laisser-faire, une politique de marché autorégulé. Si vous mettez une sécurité sociale, vous ne laissez pas le marché se réguler tout seul. Et selon les libéraux, c'est pas bien. Pourquoi, selon eux? Comme c'est les paroisses qui sont censées gérer tout ça, ces paroisses sont accusées d'être paternalistes d'abord. L'expérience, en fait, mettait en avant une économie morale, c'est-à-dire une économie qui est centrée sur les besoins des gens. Et également, ce sont des économies qui tournent autour de certaines valeurs traditionnelles et surtout chrétiennes, en fait. Mais pour les libéraux, ces valeurs, elles empêchent les individus d'être libres et d'être responsables. Ces valeurs qui, au final, mettaient les besoins et non pas le mérite comme critère de justice sociale, lancent le message de « tant que tes besoins sont satisfaits, qu'est-ce que tu veux de plus ?» Et c'est vu comme un prétexte pour ne pas encourager les gens à innover, à penser par eux-mêmes, etc. En gros, c'est la communauté qui prend l'individu en charge, qui l'emploie s'il y a de l'ouvrage, le nourrit lorsque la faim le menace, et l'aide à élever ses enfants quand il en a. Et ça, c'est l'exacte antithèse du modèle de l'individu indépendant, responsable et qui se respecte. Et de là, vous allez avoir des gens, les pauvres, qui ne vont plus vouloir sortir de leur pauvreté. Parce qu'ils vont préférer un mode de vie d'assistance plutôt qu'un mode de vie de travail dur, de liberté et d'innovation. Et en plus, ils ajoutent, les allocations, les salaires minimums, etc. incitent les patrons à ne pas rémunérer le salaire en entier de leurs ouvriers. Donc selon les détracteurs, ce qui est mal pour le pauvre, et pour tout le monde, puisque au lieu de mettre cet argent dans l'innovation, on va le mettre dans l'estomac de quelqu'un qui va revenir te demander de la soupe le lendemain, au final, la situation de tout le monde ne s'améliore pas. Le remède, selon eux, ne fait qu'aggraver le mal. En allégeant la pauvreté, on crée en fait les conditions qui la renforcent. Donc il faut supprimer toute forme d'assistance parce que c'est nécessaire et même salutaire. Tu sauves l'économie parce que tu forces les gens à devoir être libre, à devoir innover, à devoir travailler, faire des efforts, contribuer à la richesse, etc. Et ensuite, tu les sauves moralement. Tu sauves leur caractère de la déchéance morale, tu les sauves du wokisme. Pour ceux qui ont écrit en fait le rapport de 1834 pour mettre fin à l'expérience, c'est ça la bonne chose à faire. Le welfare, ça ne vaut rien, le workfare, c'est absolument tout. Le seul moyen pour les pauvres de s'émanciper et de s'extirper, c'est sur le marché du travail. C'est en se vendant à des employeurs qu'ils seront libres et responsables. Alors aujourd'hui, on sait que le rapport de 1834 était en fait truffé d'erreurs concernant l'expérience, des erreurs factuelles et méthodologiques, mais sa rhétorique est toujours en place. On a une rhétorique extrêmement brutale et abusive du workfare, alors que le welfare fonctionnait très bien, contrairement à ce qui était affirmé dans le rapport. Et surtout, le harcèlement des pauvres avec le workfare, tout ce que ça a conduit, c'est l'incarcération des pauvres dans des workhouses. Ce sont en fait des établissements où les pauvres travaillent, mais comme si c'était des travaux forcés en fait. La marchandisation du travail que les libéraux comme Malthus et Bentham ont voulu, l'a conduit à ça. Et c'est le retour vers les workhouses qui ont détruit la santé des plus pauvres, de plus d'un, qu'on voit avec cette rhétorique du workfare. Pour rappel, en fait, le workfare, c'est l'obligation de contrepartie d'activité professionnelle si on est bénéficiaire d'aide sociale. En gros, tu dois rembourser les aides que tu as reçues. Si c'est pas en fait du foutage de gueule, je sais pas c'est quoi. Donc c'est ça en fait la vie des assistés. Surtout du Roux, selon lui, il dit qu'ils subissent en fait une double peine puisqu'ils sont à la fois mis à l'écart du travail et de la protection. Les assistés ne peuvent pas travailler dans ces conditions en fait. Ils sont complètement aliénés et on veut les aliéner encore plus. Alors que leur allocation pour plusieurs leur a permis de retrouver une vie décente en fait. Duroux par exemple souligne que le RMI d'autrefois, tout comme le RSA, a permis à des centaines de milliers de personnes de survivre et de pouvoir renouer des liens avec leur famille et d'accéder à des soins. Donc cette idée en fait d'insertion ne doit pas seulement se cantonner à l'emploi seul. Si on parle d'insertion, elle ne peut se faire qu'à travers des notions de bien-être. Elle doit couvrir, comme dit Duroux, tous les aspects de la vie quotidienne. C'est ça être progressiste en fait. Donc,
On revient au Labour Party. Lui, qui était censé être progressiste, c'est-à-dire faire avancer les mœurs, bah, il devient paternaliste, comme les conservateurs, ce qui est une grave erreur politique. Et c'est une erreur que plusieurs partis de gauche ont fait, probablement aussi pour garantir un électorat. C'est-à-dire que le Labour Party cherche à attirer les gens selon les valeurs, qui sont les valeurs dominantes. Quand vous voulez un maximum de gens qui votent pour vous, il faut confirmer leurs valeurs et leurs goûts. En gros, il faut faire de la démagogie. Dans la note 7, dans la 7e note, Ogien il mentionne Mark Fleurbet, qui est un chercheur en économie et sciences politiques, et il a publié Fairness, Responsibility and Welfare. Et Ogien mentionne la 3e section du 10e chapitre sur la responsabilité, liberté et justice sociale. Mais pour bien comprendre en fait la pertinence de Fleurbet ici, il faut comprendre la section 2 du chapitre où il critique les deux notions de responsabilité qu'il appelle the control approach of responsibility et la preference approach of responsibility. Est-ce qu'on tient en fait quelqu'un responsable selon sur quoi il avait un contrôle ou selon ses choix et ses préférences? Pour Fleurbet, les deux sont problématiques. La première, elle est basée sur une certaine conception métaphysique qui, selon lui, nous conduit dans un cul-de-sac. Alors, la conception métaphysique en question, c'est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, un peu comme chez les stoïciens. Le problème, c'est que c'est une distinction pas évidente à faire. Je sais que certains vont dire non mais c'est facile de faire la distinction entre ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas, mais non en fait ça c'est des mythos. Même si c'est le cas en fait il y a tout autant de positions déterministes qui sont tout aussi crédibles quoi. C'est ça en fait le truc concernant les positions métaphysiques, c'est qu'elles sont plusieurs et ne sont pas toutes d'accord les unes avec les autres, mais tout en étant valables. Le désaccord entre certaines conceptions métaphysiques est légitime parce qu'il y a de bons arguments derrière. Et ainsi, selon Fleurbet, les institutions ne peuvent pas se permettre de privilégier une sur une autre. Si vous êtes déterminisme ou si vous êtes un incompatibiliste, quelqu'un qui considère en fait que le libre arbitre et le déterminisme sont incompatibles, vous êtes en droit de gueuler lorsque vos institutions ne mettent en valeur que le libre arbitre, par exemple. C'est comme si en fait vous avez des valeurs tout à fait légitimes, mais vos institutions ne protègent pas ou ne respectent pas ces valeurs. Si c'est des notions métaphysiques absurdes ou des valeurs problématiques comme les valeurs qui sont intrinsèquement xénophobes, là on peut dire que les institutions peuvent en privilégier d'autres. Dans le cas de la conception métaphysique du libre arbitre, par contre, rien ne peut obliger que les institutions favorisent cette conception plutôt qu'une autre conception déterministe. Une institution est précisément censée être neutre, en fait. Et ainsi, comme dit l'auteur, il serait non seulement politiquement vain, mais aussi injuste et irrespectueux de mettre en place des institutions qui appliqueraient ouvertement une théorie de la justice fondée sur une notion particulière du libre arbitre et de la responsabilité et de négliger les autres. La conception de la responsabilité basée sur les préférences a un problème similaire maintenant. Celle-ci, pour rappel, est défendue par Ronald Dworkin. Il dit qu'on est responsable de nos préférences, de nos valeurs et de nos choix. La responsabilité ne vient pas des circonstances, mais des préférences de chacun. Un exemple concret, c'est lorsque deux personnes reçoivent la même somme d'argent, mais l'un préfère des trucs luxueux alors que l'autre préfère économiser son argent. À l'arrivée, vous allez avoir une inégalité dans le niveau de bien-être de chacun à cause de leurs préférences, pareil avec les choix de carrière ou autres, etc. Et donc cette inégalité, selon Dworkin, elle est légitime. Mais ça a aussi ses problématiques. Déjà, pourquoi considérer que nos préférences ne sont pas aussi le fruit de nos circonstances, comme notre environnement ? Et aussi, pourquoi certains choix ou préférences devraient être pénalisés et pas d'autres ? Le fait d'avoir en fait une préférence est une chose, mais les conséquences de ces préférences c'en est une autre. Si la personne qui a préféré la luxure ou les trucs chers, c'est quelqu'un qui se trouve devoir payer pour un truc très très cher à cause des circonstances qui ont fait que cet objet est cher, non. Les livres en Tunisie, par exemple, coûtent très cher. Quelqu'un qui a la préférence d'avoir une bibliothèque, par exemple, est-ce qu'il doit souffrir les conséquences de devoir constamment serrer la ceinture à la fin des mois ? Ce qui est cher dans une époque ou dans un pays ne l'est pas dans un autre, et ainsi les conséquences de mes préférences sont des circonstances aussi, et non pas à être ma responsabilité dans ce cas-là. Du coup, là aussi, il y a comme une hégémonie qui imposerait des préférences légitimes indépendamment de leur valeur intrinsèque.
Comme avec le cas des concepts métaphysiques, il y a aussi un pluralisme des préférences. Imposer des préférences par les conséquences ne les justifie pas non plus. Or, c'est exactement ce que le Labour Party fait selon Fleur Bay. Ils ont préféré mettre en valeur une notion métaphysique et des préférences particulières. Il y a des préférences dont la récompense et la punition est arbitraire et décidée par les normes politiques et sociales, donc par les circonstances. Pourquoi tenir responsables les gens qui ont ces préférences-là? Être progressiste, c'est précisément opter pour un pluralisme. Or, toute la politique du conservateur, c'est un monisme des valeurs. Dans la 3e section du chapitre, dès le premier paragraphe, Fleur Bay, il mentionne 3 auteurs qui ont blâmé the New Labour Party à cause de ça, justement. Il mentionne Brian Barry, Alex Kalinikos, I think that's how it is pronounced. C'est comme ça que c'est prononcé, je crois. Je commence à parler en anglais, voilà, ça y est, je pars en couille. Et Chris Armstrong. Alors les 3 mettent en garde contre les abus moralisateurs et conservateurs du concept de responsabilité que le Labour Party utilise et qui servent à justifier des réformes du bien-être qui nuisent aux plus défavorisés de la population. Il mentionne aussi Hanson concernant les conservateurs américains. En conclusion, il dit que les égalitaristes auraient tout intérêt à abandonner, ou du moins à mettre de côté le concept de responsabilité tel qu'il est utilisé, c'est-à-dire comme une justification morale des inégalités. Donc, le problème majeur de ce livre, c'est les tentatives de justifier les inégalités économiques par des notions morales. Les inégalités seraient justifiées parce qu'elles sont morales, quoi. Par exemple, si ces inégalités sont le fruit du mérite ou de la responsabilité personnelle de chacun à cause de leur mauvais choix, alors elles sont moralement justifiées. Selon Augien, cette idée s'exprime sans complexe à droite comme à gauche. Tout le monde la balance comme si c'est une vérité évidente qu'on ne peut pas contester. On a vu les intellectuels de gauche comme Kimlicka, et comme les appelle Augien, cette partie de la gauche qui se prétend lucide, réaliste, et proclame la nécessité de réformer ou d'abandonner l'État-providence dont la faillite économique et morale serait d'après elle évidente. Alors un État-providence, pour ceux qui l'ignorent, en fait c'est un État qui se charge de procurer le minimum de la vie à ses citoyens. C'est un État avec une sécurité sociale. Donc toute la gauche qui veut abandonner ou réformer entre guillemets, hein, parce que c'est surtout abandonner l'État-providence, hein, comme le Labour Party, et qui prennent leurs idées comme entièrement fondées et dans le réel, hein, c'est ça en fait. À chaque fois que vous entendez quelqu'un qui va vous parler du réel, hein, fuyez. Mais balancer en fait de tels propos sans prendre la peine de les examiner, d'avoir un peu de recul, c'est dangereux parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une idée, mais d'un prétexte pour attaquer des gens. L'idée que les inégalités économiques sont justifiées moralement donne des raisons pour attaquer, humilier et harceler des populations. Ça ouvre facilement la voie à ceux qui veulent faire culpabiliser ceux qui sont sadiques et qui cherchent un plaisir en faisant du mal aux autres à travers la morale. S'en prendre en fait à des chômeurs, c'est l'idéal pour ceux qui veulent jouer les bourreaux, qui veulent culpabiliser des gens vulnérables et s'en tirer en plus. Et il y en a plein qui diraient en fait il y en a plein, on dirait qu'ils bondent à l'idée de parler des chômeurs dans des termes péjoratifs. Le nombre de personnes qui attaquent les assistés sous prétexte de la fraude aux services sociaux, hein, ça c'est l'argument que la plupart des assistés seraient des profiteurs qui cherchent à bénéficier des services sociaux, qui vont se faire passer pour des assistés et tout ça, alors qu'ils sont capables de travailler, et même ceux qui ne sont pas des fraudeurs, ceux qui bénéficient du RSA, le revenu solidaire actif, ces gens en fait l'allocation sociale minimale, les travaux en fait de Duvaux. D'ailleurs, en fait, ils portent essentiellement sur le RSA et toute la rhétorique dégueulasse qu'il y a autour. Selon les conservateurs, ceux qui touchent le RSA, il faut leur faire accomplir des travaux d'intérêt général. Le fait que tu as touché de l'argent sans travailler, hein, genre gratuitement, signifie que tu dois éventuellement rembourser les allocations dont tu as bénéficié. Donc, tu dois aussi travailler gratuitement, comme un criminel qui a bénéficié d'une peine de substitution. Du coup, comment on peut montrer que ces accusations sont complètement débiles et n'ont rien à faire dans des débats, si on suppose que les débats peuvent être rationnels, hein, bien sûr. Il suffit juste de montrer un fait empirique que plusieurs personnes semblent ignorer ou font semblant de ne pas savoir ou refusent de connaître. Le fait en question, c'est que la plupart des bénéficiaires du RSA, c'est en fait
des profiteurs feignants qui fraudent les services sociaux, en fait, mais que, en fait, ça c'est complètement faux, parce que la plupart des gens qui sont éligibles pour en bénéficier, bah, ne le demandent même pas. Augien, en fait, il écrit... En 2010, seuls 450 000 personnes en ont bénéficié sur 1,5 million qui auraient pu le demander ou qui l'ont demandé et ne l'ont pas obtenu en raison de complications administratives. Donc, ces chiffres en fait, viennent du livre de Duvaux, hein, du 3e chapitre, dans la section sur les limites du RSA. Mais dans la note 9 de bas de page, Augien il cite aussi d'autres sources qui confirment en fait cette réalité, comme notamment un article du journal Le Monde de 2012 par Pascal Robert Diard, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. L'article s'appelle « Vous avez vu, on n'a pas parlé du aller ». Et Augien le cite dans la note, il dit « On trouve dans la presse de nombreux exemples de ce genre de difficultés qui relèvent souvent de l'absurde. Ainsi, il y aurait des gens qui renoncent à leurs droits parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur dans les administrations. Faites le 1, faites le 2, faites le 3, etc. C'est bien joli, mais quand on a des portables avec des forfaits limités, on ne peut pas patienter pendant 10 minutes au téléphone. Pour la CAF, la caisse d'allocation familiale, c'est pareil. Aujourd'hui, tout se remplit par Internet. Mais dans nos villages, certains doivent faire 15 ou 20 km pour accéder à un ordinateur. Donc, d'un côté, les conservateurs sont tout le temps là à paniquer, à nous dire que les chômeurs profitent de l'argent public, de la sécu, etc., que c'est eux les fraudeurs, les parasites, les profiteurs, alors que même ceux qui sont éligibles de demander ces allocations ben, ne le font pas. Parce que déjà, les administrations les humilient, les font poireauter, les font même payer des frais téléphoniques, etc. Donc, en voyant en fait ces chiffres, ce qui est urgent, ce n'est pas la fraude hypothétique des services sociaux. Il ne faut pas oublier que cette soi-disant fraude systémique et des abus des allocations reste une hypothèse et qu'en plus, les sommes fraudées sont tellement minimes. T'as des riches qui font des fraudes fiscales avec des sommes énormes, mais non, nous, on va aller traquer les fraudeurs du RSA. Bref, ce qui devrait être urgent, ce n'est pas la fraude des services sociaux, mais le fait que la plupart des gens qui sont éligibles d'en bénéficier ne le demandent même pas. La priorité, comme dit Augien, c'est de combattre le non-recours massif aux aides sociales auxquelles les pauvres, normalement, ont droit. Mais bon, hein, ceux qui amènent les arguments moraux n'en ont rien à foutre des faits réels. Pour eux, ce qu'il faut combattre, c'est une mentalité. Le genre de mentalité immorale, hein, celle qui blâme le système plutôt que l'individu. Ce que le conservateur veut faire, c'est imposer son opinion qui dit « il faut que les gens vivent selon certaines valeurs ». Si tu es un chômeur hein, de longue durée ou que tu es un sans-abri, tu ne dois pas dire « c'est la faute du système », tu dois dire « c'est ma faute ». Le conservateur ne veut pas que les gens... en fait, il veut pas que les gens utilisent plus ou moins il veut que les gens en fait utilisent, plutôt voilà, il veut que les gens n'utilisent que les notions morales qui, lui, le font bander. Il veut entendre partout que tout est une question de mérite et de choix ou de responsabilité individuelle. Si jamais tu oses expliquer ta situation par autre chose que tes actions et tes choix, bah, le conservateur, il explose. Pour lui, en fait, ces notions sont des notions morales ou qui sont essentielles pour le maintien d'un ordre moral désiré. Il faut des hommes qui reconnaissent leurs responsabilités, qui vivent en accord avec le mérite et qui ne se victimisent pas. C'est ça, un homme vertueux. Et des hommes comme ça, il en faut, à toutes les époques, car sans eux, les civilisations s'effondrent. Donc vous allez entendre tout le temps de la part du conservateur qu'on ne peut pas tout blâmer sur la société ou sur le système. Si vous êtes chômeur ou sans-abri, vous êtes aussi personnellement responsable de cet état de choses et il faut l'admettre. Tu n'étais pas assez prudent avec ton argent, par exemple. Tu ne sais pas bien organiser ton temps. Tu n'étais pas assez discipliné. Tu ne te levais pas assez tôt. Tu ne cherchais pas de travail avec suffisamment de persévérance. Tu ne fais pas d'efforts pour améliorer tes compétences. Tu voulais que du travail facile ou qui correspond à tes lubies. C'est comme ça, en fait, que les gens qui sont dans le réel expliquent les inégalités sociales. Ils laissent de côté les analyses, les études empiriques, tout ce qui porte sur la macroéconomie. Ils vont se focaliser sur le ressenti tout en blâmant les progressistes d'être tout le temps dans l'émotion. Vraiment, en fait, à chaque fois que quelqu'un
vous parle du réel, c'est un red flag. Ok, oui, parce qu'en fait, il ne va pas du tout te parler du réel, en fait. Augien, là aussi, il cite du vous dans la note 11 de bas de page. Il dit « En se fondant sur plusieurs enquêtes étalées dans le temps relatives à la perception de la pauvreté en Europe, Nicolas Duvoux fait remarquer que l'explication de la pauvreté par la paresse n'a cessé de gagner du terrain au cours des années 90, au détriment de l'explication par les phénomènes macroéconomiques. » Donc, si on doit résumer tout ça, comme dit Augien, bref, si vous vous trouvez dans cette situation matérielle déplorable, c'est que vous n'avez pas suffisamment, c'est que vous ne voulez pas suffisamment en sortir ou que vous avez effectué des choix défectueux dont vous devez assumer la responsabilité. Voilà, tu as fait des mauvais choix alors que tu pouvais prendre les bons. Du coup, c'est ta faute si tu vis sous un pont. Du coup, tu dois assumer la vie que tu as choisie. Voilà l'opinion qu'on cherche à justifier et que si on la justifie, alors les inégalités économiques seront automatiquement morales. C'est comme si dire en fait, voilà, c'est comme si on dit, comme tu es dans cette situation par tes choix, tu ne peux pas te plaindre ou tu ne peux pas demander aux autres qui ont réussi parce qu'ils sont plus vertueux que toi de payer pour les dégâts que tu as causés dans ta vie. Si tu es assisté, on t'emmerde en fait. On n'a pas à te payer des allocs, on n'a pas à chercher à comment réduire les inégalités entre les riches et les pauvres. C'est les pauvres qui doivent s'extirper eux-mêmes de leurs conditions. Ils le peuvent, ils doivent juste le vouloir. Ils doivent juste se sortir les doigts du cul en adoptant les bonnes vertus. Soyez vertueux et vous ne serez plus des assistés. Pas besoin qu'on paye des allocs, pas besoin d'imposer un égalitarisme matériel strict ou que sais-je, il suffit juste que les pauvres se comportent moralement. Sauf que même si c'est le cas, même si on le fait, il suffit, en fait, même si c'est vrai, en fait, il suffit juste que les pauvres fassent un séminaire en développement personnel et apprennent comment organiser leur temps pour s'en sortir, en quoi il serait immoral d'imposer un égalitarisme matériel. Ok, genre on peut dire, allez, le pauvre il est immoral, d'accord. Mais en quoi il serait immoral d'empêcher les riches d'être trop riches ou de maintenir un certain seuil de richesse à ne pas dépasser? Pourquoi est-ce que le maintien de ces inégalités serait automatiquement moral? C'est ça en fait qu'on appelle une justification des inégalités économiques. Si on les retire, on commettrait une faute morale. Mais selon quelle théorie on peut dire qu'imposer un égalitarisme serait immoral? En fait, il y a trois théories généralement qu'on utilise pour justifier ces inégalités économiques et critiquer l'égalitarisme comme immoral. Il y a la théorie ou la justification libertarienne, puis il y a la théorie libérale et sociale, et enfin la libérale et individualiste. On va en fait les voir toutes les trois, et là on va juste en fait résumer vite fait chacune qu'est-ce qu'elle dit, et donc on va commencer par la première. Alors, dans la première partie, il y a 2 semaines, au chapitre sur la liberté de se nuire à soi-même, on a parlé de la propriété de soi-même. On a vu que déjà la notion est contradictoire, mais on va y revenir ici parce que c'est elle qui constitue la base de la justification des inégalités économiques par les libertariens. Un libertarien dit que nous possédons tout ce que notre corps a produit parce que on est propriétaire de notre corps. En gros, ce que ta propriété produit est à toi. Donc, tous les gains produits par mon corps m'appartiennent, point final. Si je me mets librement, ou je mets librement mon corps à la disposition d'autrui, et de ça je produis des gains, alors ces gains sont à moi. Dans la prostitution, par exemple, une personne met à la disposition d'autrui son propre corps, et donc ce qu'elle engendre par ce service lui revient de droit. Le plaisir du client est payant parce que c'est la prostituée qui a produit ce plaisir, elle est sa propriété. Le plaisir, c'est la propriété en fait de la prostituée. Du coup, on peut l'échanger contre de l'argent. Cet argent, c'est le gain qu'elle obtient par son propre corps. Pareil pour le travail, quel que soit en fait. Le produit de mon travail, c'est à moi. Alors comment de ça, on peut justifier les inégalités économiques? Tout simplement, si ces inégalités sont le produit des gains obtenus à partir de la propriété de soi-même, si on veut l'égalité économique, alors on va devoir répartir ces gains entre les membres de la société. Mais dans ce cas, ça signifie que ceux qui ont produit plus, on va devoir leur retirer une partie de leurs gains pour la répartir. Ou la donner à ceux qui ont produit moins, et comme ça, tout le monde sera au même niveau économiquement. Si X a produit 500 tomates et Y seulement 100,
Pour éviter l'inégalité, on prend l'ensemble des tomates, l'ensemble des tomates produites, donc 600 tomates, et on les divise entre les deux et chacun reçoit 300 tomates. Mais le problème, c'est qu'on a retiré à X 200 de ces tomates pour les donner à Y sans son consentement. C'est ici où réside l'injustice. La propriété de soi et de ce que ça a produit, c'est un droit fondamental que les libertariens qualifient d'inviolable. X a le droit de garder ses 500 tomates parce que c'est conforme au droit fondamental et inaliénable de la propriété de soi. Si on lui retire ne serait-ce qu'une seule tomate, on viole son droit inaliénable. Et c'est précisément ça l'injustice. Comme dit Augien, il serait injuste et immoral de nous priver de ces gains par la contrainte, même lorsqu'ils sont énormes et induisent des inégalités considérables, au nom d'un intérêt social qui peut paraître supérieur, comme celui qui consiste à essayer de diminuer le degré d'inégalité dans une certaine société. Donc, comme l'inégalité entre X et Y est le résultat de ce que chacun a produit, et que chacun a un droit inaliénable sur ce qu'il a produit, alors cette inégalité est justifiée puisque là, rectifié serait privé X de son droit fondamental. Donc l'égalité serait injuste alors que l'inégalité ici serait justifiée. À noter aussi qu'on prend ce droit de la propriété d'un point de vue déontologique, c'est-à-dire absolument rien ne peut justifier sa violation. On peut dire qu'on peut priver certains de ce qu'ils ont produit parce que les conséquences seront meilleures pour l'ensemble de la population. Une société égalitaire peut être préférable parce que les gens vivront mieux, auront une meilleure qualité de vie qu'une société où les riches n'ont pas à redistribuer leur fortune. Mais selon le libertarien, les conséquences n'ont rien à voir là-dedans. Le fait de priver le riche de ce qu'il a produit, c'est un mal, une injustice qui ne peut jamais être justifiée. Pour le libertarien, la violation de la propriété de soi, c'est comme tuer ou torturer une personne innocente pour en sauver 1000. Ça ne se fait pas, un point, c'est tout. On a cette justification dans le livre de Robert Nozick, Anarchie, État et Utopie, chapitre 3 sur les restrictions morales. Nozick donc, c'est un peu le libertarien, c'est la référence du libertarianisme, et dans ce chapitre, il pose la question de la limite de ce que la morale peut demander d'un individu. Selon lui, rien ni personne ne peut justifier qu'on demande d'un individu de se sacrifier pour d'autres. Si l'individu le veut, alors ok, il peut se sacrifier, mais en l'absence de son accord, pas touche. Les individus sont des êtres distincts, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être des ressources, ou plus exactement traités comme des ressources par d'autres, peu importe les circonstances. Sauf si la personne accepte qu'on l'utilise comme ressource, bien sûr. Donc, aucun concept d'utilité ou de bien commun ne peut justifier la transgression des droits fondamentaux de l'individu d'être la propriété de lui-même. Rien ne peut le forcer à faire des actions contre son gré, à adopter un mode de vie ou de donner ce qu'il a à d'autres personnes tant qu'il est le propriétaire légitime de lui-même et de ce qu'il a produit. En gros, Nozick est conscient ici. Il utilise le fait de toujours traiter les autres comme des fins et jamais comme des moyens. La seule fois où ce principe de finalité des individus peut être ignoré, c'est dans le cas de la légitime défense. Lorsque les autres sont des menaces envers notre sécurité et notre intégrité physique, on peut ne plus les considérer comme des fins dans le même sens, dans le sens où on peut en fait leur faire du mal, même si cette personne est une menace innocente. Une menace innocente, selon Nozick, c'est quelqu'un qui est une menace sans le vouloir, sans avoir l'intention de me menacer. Un exemple, c'est, il dit, imagine, tu es dans un puits et quelqu'un en fait prend une personne et la jette aussi dans le puits, mais elle a atterri sur toi. Et donc du coup, en fait, plutôt, elle va atterrir sur toi, et si elle atterrit sur toi, ben tu meurs. Mais heureusement, tu as une calage qui peut exploser cette personne. Donc la personne qu'on a balancée dans le puits est une menace, puisque son atterrissage sur toi conduira à ta mort. Mais la personne est innocente, puisqu'elle n'a pas choisi d'être dans cette situation. Selon Nozick, l'éclater avec la calage, c'est justifié. C'est pareil pour les boucliers humains. Quand quelqu'un dans un tank fonce sur toi pour t'écraser, tu as un bazooka qui peut éclater le tank, mais le type a enchaîné des personnes innocentes autour du tank, et donc pour Nozick, tu peux détruire le tank, même si ça va tuer ces personnes innocentes, aussi parce que, selon lui, tu n'as pas vraiment le choix. Par contre, si on torture l'enfant d'un terroriste, par exemple, pour que le terroriste révèle où il a planqué ses bombes, Nozick dit que là, c'est pas justifié. Bref, en fait, cette argumentation de Nozick,
elle va pas en fait... elle va en fait par la suite justifier des inégalités en disant que comme le riche a acquis sa fortune justement, lui prendre en fait de sa fortune pour de l'égalité, c'est une atteinte à ses droits fondamentaux. Voilà en gros comment un libertarien justifie l'inégalité économique. Passons maintenant à la justification libérale et sociale. Alors, le libéral social ne va pas justifier les inégalités comme le fait le libertarien, c'est-à-dire parce qu'ils sont le résultat de ce que chacun a produit, on ne peut pas prendre ce que les uns ont produit pour les donner aux autres. Plutôt, il va les justifier par leurs conséquences, justement. Si les inégalités ont de bonnes conséquences sur la société, alors elles sont justifiées. Il va dire que si les inégalités permettent aux plus défavorisés de bénéficier d'une meilleure vie, alors ces inégalités sont moralement justifiées. Et ça veut dire quoi? Déjà, un libéral social commence avec les inégalités qui ne relèvent pas de la responsabilité personnelle des gens. C'est-à-dire que si on a une situation d'inégalité à cause de facteurs qui sont indépendants de la responsabilité de X et de Y, ces inégalités ne peuvent pas être moralement justifiées. Il n'y a pas un argument moral qui peut justifier une inégalité de ressources dans les ressources culturelles, sociales et économiques et même génétiques si ces inégalités sont le fruit du hasard. Par exemple, les inégalités dues à ta naissance ne sont pas moralement justifiées, sauf s'il y a en fait une condition qui le permettrait. On peut rendre les inégalités moralement justifiées s'il y a cette condition qui est la suivante. Si des institutions permettent de mettre ces inégalités au service des plus défavorisés, elles acquièrent de ce fait une certaine valeur morale. C'est la condition proposée par le philosophe John Rawls dans son deuxième chapitre de la théorie de la justice, et plus exactement, c'est des sections 12 à 17 qui expliquent ce qu'on appelle le deuxième principe de justice selon Rawls. Rawls, en fait, il propose deux principes de la justice. Le premier, c'est chaque personne doit avoir un droit égal au système, le plus étendu de liberté de base, égal pour tous, qui soit compatible avec le même système pour les autres. Et le deuxième principe, c'est que les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce que, à la fois, premièrement, l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient à l'avantage de chacun, et deuxièmement, qu'elles soient attachées à des positions et des fonctions ouvertes à tous. C'est sur ce deuxième chapitre, sur ce deuxième principe, qu'on va se focaliser, puisque c'est lui qui offre une justification aux inégalités économiques. Le premier principe, c'est juste une égalité des opportunités. On doit tous avoir un égal accès aux libertés de base, c'est-à-dire la liberté de pensée, de conscience, la liberté politique, le vote, la participation aux décisions, la liberté d'expression, d'association, l'état de droit et l'égalité devant la justice, etc. Donc ça, c'est des principes qui sont institutionnels. La justice, selon Rawls, est avant tout une justice au niveau de la structure des institutions que des actions individuelles, puisque celles-ci, en fait, elles sont régies par les institutions. Le deuxième principe va concerner les biens sociaux primaires. Alors, il inclut les libertés de base, mais il inclut d'autres biens, en fait, qui n'ont pas la priorité absolue des libertés de base. Ces biens primaires sont entre autres les opportunités, accès aux positions sociales et économiques, les revenus et la richesse et la dignité. Ce sont des biens comme ceux dont toute personne rationnelle voudrait disposer pour poursuivre ses objectifs. Ils sont nécessaires au développement des facultés morales des individus, le sens de la justice et la capacité de définir un projet de vie, mais ces biens, contrairement aux libertés de base, peuvent être inégalement répartis. En fait, le premier principe empêche toute inégalité dans les libertés de base, mais le deuxième principe accepte des inégalités dans d'autres biens premiers, qu'on considère premiers, à condition que ces inégalités profitent aux plus défavorisés. Donc les inégalités de revenus, de richesse ou d'accès à des opportunités peuvent exister à condition qu'elles profitent aux plus défavorisés. Par exemple, un système qui permet des écarts de salaire peut être justifié si les plus bas salaires sont plus élevés que dans un système d'égalité stricte. Un autre exemple, c'est l'innovation technologique ou l'investissement économique qui entraîne une croissance globale, ce qui bénéficierait aux plus pauvres. Ça peut être acceptable en fait. Du coup, on laisse les riches innover et investir parce que comme ça peut profiter aux plus pauvres.
Puis, toujours dans la 13e note de bas de page, Ogien mentionne un autre théoricien, Gerard Alan Cohen, ou G.A. Cohen, et son livre « If you are egalitarian, why are you rich ?» Si tu es pour l'égalité, pourquoi est-ce que tu es riche? Alors Cohen, c'est un marxiste critique de Rawls, et tout le livre est une critique justement de la justice rawlsienne. Mais il n'est pas contre l'idée de Rawls que les inégalités doivent servir les intérêts des plus démunis. Ce qui est d'ailleurs étrange pour un marxiste. Cohen est en fait d'accord avec... il est d'accord que les avantages des membres de la société soient mis au service de leur communauté. Mais il n'est pas d'accord avec Rawls sur le fait que c'est aux institutions de faire ça, que c'est uniquement au gouvernement de s'assurer que les inégalités profitent à tout le monde, premièrement, principalement en fait les plus pauvres. Pour Cohen, il faut que, citation, « les membres de la société aient personnellement le désir de mettre leur avantage au service de la communauté. Pour que la société devienne plus juste, il est important, pense-t-il, de ne pas en rester au niveau de l'organisation des institutions, mais de mobiliser les motivations personnelles des agents. » Donc cette conviction de Cohen vient un peu de son christianisme, parce que, étrangement aussi, c'est un marxiste qui est un fan de la Bible et de Jésus. Il dit qu'il a grandi en fait dans un milieu anti-religieux, mais lorsqu'il a vu le film L'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, il s'est lancé dans la lecture de la Bible et depuis il est devenu fasciné par l'enseignement de Jésus. Et selon lui, en fait, Jésus n'aurait jamais accepté l'idée libérale que l'État peut assurer la justice pour nous tant qu'on obéit à ses règles indépendamment de ce que nous en pensons. Pour Cohen, la justice ne peut exister que si on la désire, en fait. Si le gouvernement est juste, que nos institutions sont justes, mais que nous, à titre privé, on s'en fout ou on n'est pas convaincu de la justice des institutions, alors ça ne vaut rien. Ainsi, pour Cohen, le riche doit vouloir mettre sa fortune au service des autres. Une institution qui l'oblige à le faire n'est pas suffisant. Bref, tout ça pour dire que le riche peut rester riche, mais il doit mettre sa fortune au service des défavorisés. Il doit le faire à la fois parce que les institutions l'obligent, mais aussi parce qu'il le veut, parce qu'il a intériorisé les valeurs de l'égalitarisme. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'inégalité entre le riche et le pauvre devient justifiée. En gros, le riche doit être un philanthrope. Si Y est né dans un pays où il n'a pas accès aux soins, le riche, qui a les moyens de lui fournir cet accès, doit le faire. Et ainsi, l'inégalité entre le riche et le pauvre devient justifiée moralement parce que c'est cette inégalité qui va permettre au pauvre d'améliorer ses conditions. On peut donc ici justifier pourquoi certains peuvent s'enrichir. Ils le peuvent parce qu'avec leur fortune, ils peuvent mieux aider les plus démunis. Si on reprend en fait l'exemple d'Ogien avec les aveugles et les borgnes, cette inégalité est justifiée si les borgnes se mettent au service des aveugles. Le rôle des institutions ici serait d'amener les plus avantageux, ceux qui ont un œil valide, à travailler au service des aveugles. On a donc à la fois un principe d'équité qui est conforme aux intérêts personnels de tous. Le borgne continue à jouir de son avantage puisque personne ne va toucher à son œil et comme ça les aveugles aussi auront une meilleure vie. Le riche peut continuer à s'enrichir autant qu'il le souhaite tant qu'il apporte son assistance aux pauvres. En tant que projet politique, mettre les plus riches au service des plus pauvres serait plus raisonnable et plus rationnel que tout autre projet. Raisonnable et rationnel sont ici utilisés dans le sens qu'Ogien donne à ces termes. Il a écrit un essai qu'on avait déjà mentionné, on n'avait pas mentionné en fait, on a mentionné l'ouvrage dans ses tirés. L'essai s'appelle « Le raisonnable et le rationnel » que vous trouverez dans son livre « Le rasoir de Kant ». Voilà, on avait déjà mentionné le rasoir de Kant dans une vidéo précédente, mais on n'avait pas mentionné cet essai-là précisément. Donc le raisonnable, c'est ce qui est le plus équitable. C'est ce qui est de l'ordre de l'impartialité et qui exprime mieux le souci que chacun peut avoir pour les autres. Une chose est raisonnable lorsqu'elle prend en considération ce qui est mieux pour tout le monde. Le rationnel, par contre, est plus conforme aux intérêts personnels de chacun. Là, on est dans la partialité, justement. Suivre mes propres intérêts personnels à moi, c'est la chose la plus rationnelle que je puisse faire, mais ce n'est pas forcément la plus raisonnable. Un problème qu'on rencontre souvent en éthique, c'est cette tension entre le raisonnable et le rationnel. Si l'éthique va demander qu'on soit équitable, donc impartial, c'est qu'on doit traiter tout le monde de la même manière.
Mais justement, les gens vont considérer qu'un traitement équitable doit aussi prendre en considération les intérêts personnels. Chacun peut avoir de bonnes raisons de s'en tenir à ses intérêts à lui et de ne pas les sacrifier pour les autres, selon l'intérêt en question, bien sûr. Dans le cas du borgne et de l'aveugle, on peut dire qu'aveugler en fait les borgnes serait raisonnable parce que comme ça, tout le monde serait traité de la même manière. Mais ça irait contre les intérêts personnels des borgnes qui veulent garder leur œil fonctionnel. Du coup, on va chercher comment dériver en fait le rationnel du raisonnable. Plutôt comment en fait comment les rendre compatibles. En mettant les borgnes au service des aveugles, ils gardent leur intérêt personnel tout en agissant selon un principe qu'on considère qui est mieux pour tout le monde en fait. On peut trouver aussi la théorie du ruissellement ici. C'est l'idée qu'en laissant les riches s'enrichir autant qu'ils veulent, ils pourront mieux investir dans les marchés et comme ça, ils vont provoquer des innovations, ce qui va créer des emplois et donc les pauvres vont s'enrichir à leur tour, etc. Ici, c'est précisément les inégalités qui permettent la stimulation de l'économie, et qui dit économie stimulée, dit croissance économique, donc travail, donc argent, donc meilleure vie pour tout le monde. Et comme ça, vous pouvez trouver une justification morale, parce que si on ne le fait pas, en fait, ça va priver les pauvres d'une meilleure vie, et donc du coup, ça serait immoral. Passons maintenant à la troisième justification des inégalités, la libérale et individualiste. Celle-ci, en fait, est une critique à la précédente. Effectivement, la justification libérale et sociale a un problème. Elle suppose que les inégalités ne peuvent être justifiées que si elles contribuent au bien-être du pauvre. Or, on peut se demander en quoi le pauvre, par le simple fait d'être pauvre, mériterait que le riche joue les philanthropes envers lui. En gros, ne peut-on pas aussi dire que les inégalités sont justifiées si elles sont le résultat des choix individuels et du mérite de chacun ? Si le pauvre est pauvre pas par des facteurs qui sont au-delà de son contrôle, mais parce qu'il a fait des mauvais choix dans sa vie, alors l'inégalité entre lui et le pauvre est justifiée. Il n'y a donc pas besoin en fait que le riche travaille au service du pauvre pour que l'inégalité entre les deux soit moralement justifiée. Si un aveugle s'est aveuglé lui-même, le borgne n'a pas à être systématiquement obligé de l'assister, non ? C'est là qu'on arrive à la justification libérale et individualiste. Le simple fait d'être aveugle ne suffit pas pour que le borgne t'apporte de l'assistance. Il faut également que le fait que tu sois aveugle ne soit pas ta faute. Donc, le libéral individualiste est d'accord avec le libéral social que les inégalités issues d'une pure chance ou de malchance, les inégalités dont l'origine est notre naissance, des accidents, le contexte économique et social, etc., ne peuvent pas avoir de justification morale. Du coup, le riche doit être philanthrope dans ces cas-là. Donc oui, les inégalités économiques peuvent être justifiées si elles permettent aux pauvres de mieux vivre, mais uniquement si son malheur, c'est une question de chance. Il y a donc une autre façon de justifier les inégalités, et ce si elles sont en fait le résultat des choix individuels des gens, pas de la chance ou du hasard. Si X est riche parce qu'il a pris les bonnes décisions dans sa vie, mais Y est pauvre parce qu'il a pris des choix défectueux, alors les inégalités entre X et Y sont moralement justifiées sans que X va au secours de Y. Alors ça ressemble à l'égalité des chances, mais on va voir la semaine prochaine que le terme approprié c'est luck egalitarianism. D'ailleurs c'est la philosophie de Kymlicka. Tout à l'heure j'ai dit que Kymlicka est pour l'égalité des chances, mais c'est plus précisément luck egalitarianism. Alors oui, en anglais c'est littéralement égalitarisme de la chance, donc égalité des chances, mais on va voir la semaine prochaine qu'il y a une subtilité, que les deux ne sont pas vraiment pareils. Qu'en fait, dire que luck egalitarianism, c'est en fait l'égalité des chances, c'est un peu en fait une mauvaise traduction. Pour l'instant, disons juste que le riche et le pauvre, que les deux en fait avaient les mêmes options accessibles, les mêmes capacités, les mêmes ressources, etc. Si on a un qui s'en sort et l'autre qui se plante, l'inégalité entre les deux est justifiée par ce simple fait que l'un a pris les bons choix et l'autre a pris les mauvais. Le riche a travaillé plus, il a une meilleure discipline, il était plus rationnel dans ses choix, etc. C'est la position qui est défendue par Dworkin, par exemple, celui qui défendait la responsabilité basée sur les préférences. Du coup, puisque cette justification prend en considération le mérite plutôt que la simple propriété de soi ou seulement les conséquences sur l'ensemble de la population, elle paraît la plus complète des trois. Elle permet de faire un compromis entre, comme dit Augien, entre les engagements libéraux traditionnels en faveur de l'autonomie individuelle d'une part et de l'égalité économique de l'autre.
Donc, d'un côté, on a l'intuition qu'une égalité économique fait partie des engagements libéraux traditionnels, mais pour que cet engagement-là ne soit pas en contradiction avec les autres engagements des libéraux comme l'autonomie individuelle, il faut que cette égalité soit conforme à la notion de mérite et de responsabilité. Ainsi, la meilleure conception de l'égalité économique serait une égalité dans les chances ou dans les opportunités ou dans les ressources. Comme j'ai dit, il y a une différence entre égalité des chances et luck egalitarianism. On verra ça la prochaine fois, mais ici on va les utiliser comme interchangeables. Bref, du coup, ici on accepte que si les inégalités sont dues à une inégalité des chances, on peut contraindre par la force les agents les plus fortunés pour redistribuer ou investir leur fortune pour rééquilibrer les chances de tout le monde. Il faut en d'autres termes neutraliser le hasard. Il faut en fait qu'on commence tous matériellement et économiquement du même point de départ, mais si à l'arrivée on a des inégalités, alors il n'y a rien à faire. Il faut juste accepter ça et voilà, enfin dire que bon bah pas de bol et puis voilà quoi. Enfin pas de bol. Enfin disons qu'en fait on a neutralisé le hasard, on a neutralisé le bol. Donc voilà, enfin on dit vraiment voilà, enfin il n'y a pas de bol. Tu ne peux pas dire que je suis dans la merde par la chance ou par des événements qui me dépassent. Donc de cette manière, l'idéal d'autonomie individuelle est conservé et tout le monde reçoit ce qui lui est dû. Et donc voilà pour les 3 justifications classiques des inégalités. Alors, maintenant, il faut voir si ces 3 justifications tiennent la route. Et Augien pense que non. Il dit « Ces 3 justifications morales des inégalités économiques me paraissent défectueuses ». C'est-à-dire que ni la justification libertarienne, ni la justification sociale, enfin libérale sociale, ni la libérale individualiste ne permet d'apporter une justification aux inégalités économiques. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, dans la prochaine vidéo déjà qui va être très très longue, parce qu'on va passer en revue les critiques qu'Augien adresse à chaque justification. Puis, dans la vidéo d'après, on va parler de différentes conceptions de la justice sociale, la justice contractuelle et la justice pénale moderne. Pourquoi est-ce qu'on va en parler? Parce que selon Augien, si les 3 justifications se heurtent, enfin se prennent à mur, c'est parce qu'elles font des confusions entre les 3 conceptions de justice qu'on vient de nommer. Mais il y a aussi une autre confusion qu'on doit éclairer avant de finir qu'on doit expliquer en fait avant de finir cette vidéo, qui est celle du juste et du moral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est juste et ce qui est moral, c'est pas forcément la même chose. Pour certains philosophes, oui, les deux sont confondus. Ce qui est juste est forcément moral et ce qui est moral est forcément juste. Donc si un truc est immoral ou moralement arbitraire, il est injuste. Comme dit Augien, pour certains philosophes, les exigences de la justice et celles de la morale se confondent. C'est le caractère moralement arbitraire de certaines inégalités qui les rend injustes. C'est le cas par exemple de John Rawls. Dans la théorie de la justice, il dit qu'il y a des aspects de la vie sociale qu'on considère comme arbitraires depuis un point de vue moral. Il s'agit par exemple du hasard, des dons naturels. Certains naissent avec des talents ou avec des avantages physiques que d'autres n'ont pas. Il y a aussi les contingences sociales. Certains naissent dans des milieux plus aisés que d'autres, où l'accès aux biens premiers est plus facile. Ces distributions du hasard sont moralement arbitraires. Il n'y a pas de raison morale pour justifier une telle distribution, et c'est précisément parce qu'elles sont moralement arbitraires que les inégalités sont injustes. Donc, le moralement arbitraire et l'injuste seraient ici confondus, et ce qui est moral, c'est confondu avec le juste. Vous trouverez ça dans le premier chapitre, par exemple, du livre de John Rawls, La justice comme équité, dans la 3e section, surtout, l'idée principale de la théorie de la justice. Mais pour d'autres penseurs, les deux sont des notions qu'il faut systématiquement distinguer. Ce qui est moral n'est pas forcément ce qui est juste. Par conséquent, on peut trouver des inégalités qui ne sont pas injustes, donc qui seraient justes, mais qu'on doit les compenser moralement. Un exemple, c'est lorsque quelqu'un, par ses propres choix, contre en fait tous les avertissements de tous les médecins, a ruiné sa santé. Si vous bouffez 10 éclairs au chocolat par jour, alors que votre médecin vous a dit de ne pas le faire parce que vous allez développer des maladies graves et sévères, mais voilà, vous avez continué, quand vous vous trouvez malade, vous ne pouvez blâmer que vous-même. Ainsi, on peut dire qu'il ne serait pas injuste de refuser de payer pour vos soins,
surtout si en plus vous avez même refusé de prendre une assurance. Mais on peut dire qu'il y a une exigence morale de soigner quelqu'un, peu importe les raisons qui ont causé sa maladie. On a donc une exigence morale de te soigner, même si ça ne serait pas injuste de refuser de te soigner. Donc là, le juste et le moral ne se confondent pas. C'est ce qu'avance Shlomi Segal dans son livre Health, Luck and Justice, mentionné à la note 16. Un exemple qu'il donne dans ce livre, c'est lorsque tout le monde a un accès équitable à la santé, donc on est dans une situation juste, mais certaines personnes font plus d'allers-retours dans les hôpitaux que d'autres à cause d'inégalités dans d'autres biens sociaux, ce qu'il appelle les déterminants sociaux de la santé, Social Determinants of Health, dans le livre. Est-ce que quelqu'un qui bouffe 10 éclairs au chocolat par jour est juste quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, ou alors son hygiène alimentaire peut s'expliquer aussi par d'autres facteurs sociaux. L'obésité par exemple, on commence à mieux la comprendre. On sait que ce n'est plus une question de volonté, mais que plusieurs autres facteurs entrent en jeu pour l'expliquer. Des problèmes reliés à la nourriture, au surpoids, à la malbouffe, etc. touchent beaucoup plus les pauvres que les riches par exemple. C'est surtout les pauvres qui consomment le sucre, le gras, beaucoup plus que les riches, ce qui conduit à des complications médicales dues à ces répartitions inégales de la richesse. Il est peut-être juste de laisser cette personne se contenter d'un simple accès à la santé et aux soins garantis, mais ce qui est moral, c'est une redistribution des autres déterminants sociaux pour que cette personne n'ait plus à se pointer tous les mois dans les hôpitaux. La prochaine fois, on parlera de l'exemple d'abandonner quelqu'un qui n'est pas assuré devant un hôpital. On peut dire que lorsque quelqu'un ne s'est pas assuré et qu'il se trouve dans un accident, on peut refuser de l'admettre à l'hôpital. Segal admet qu'il est juste et légitime de pénaliser cette personne, mais qu'il est immoral de ne pas la secourir et de lui refuser d'être soigné. Il insiste sur le fait que la société a un devoir moral fondamental de satisfaire les besoins médicaux des gens, même si cela peut aller contre des principes de justice. Abandonner des patients qui ont fait n'importe quoi serait contre les principes moraux qu'on n'est pas obligé de sacrifier pour des principes de justice. Un médecin doit soigner, peu importe si le patient est responsable de son état, de la même manière qu'il est moralement abject de laisser quelqu'un crever sur le trottoir de la route sous prétexte qu'il a causé l'accident dont il est victime. Cette idée de la distinction entre moral et le juste va nous être très utile lorsqu'on examinera les justifications des inégalités et lorsqu'on parlera de la justice. Donc gardez ça dans un coin de votre tête. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, comme j'ai dit, une vidéo qui va être très très longue parce qu'on va passer en revue ce qui ne va pas dans chacune des trois manières de justifier les inégalités, libertarienne, libérale sociale et libérale individualiste. Et puis la semaine d'après, c'est là où on va parler de la confusion entre les trois formes de justice qu'on avait mentionné, c'est-à-dire la différence entre la justice contractuelle contre la justice contractuelle, justice pénale moderne et justice sociale. Donc voilà, et on va faire 3 vidéos sur ce chapitre, et puis une fois que c'est terminé, on va passer à d'autres cas d'inégalité sociale, notamment un chapitre qui va être très intéressant, qui va être l'éternel retour de la morale à l'école. Voilà, d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça très intéressant. J'espère que c'était clair par moment. Et voilà, abonnez-vous, sonnez la cloche, le petit commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du